Bienvenue au monde de la course. On a commencé cet épisode en jasant de posture. Sophie qui disait il faut qu'elle garde une bonne posture. Et pour ceux qui regardent en vidéo, ben vous saurez que moi la posture c'est pas mon fort. On va commencer cet épisode avec une petite anecdote qui n'a pas tant rapport avec la course, mais ça a rapport un peu avec mon petit côté cheapo. Je suis allé au Maxi et pour te faire plaisir dans la liste, tu voulais de l'extrait de vanille. J'ai acheté de l'extrait de vanille, mais j'ai seulement réalisé chez moi que pour cette petite bouteille, là, je vous dis, c'est 125 ml, c'est assez petit, c'est 18$ pour d'extrait de vanille pure. Et quand j'ai réalisé ça, là, j'ai seulement réalisé quand j'étais chez moi, parce que c'était à côté des petits items à 2$. Puis là, j'arrive chez nous, je check la facture, je fais qu'est-ce que j'ai acheté qui coûte 18$? Puis là, je vois vanille, je fais non. Et là, j'ai réalisé, là, j'ai fait bon, ça c'était hier, là, demain je vais retourner cet item que j'ai pas ouvert. Mais là, malheureusement, avec le coronavirus, là, la personne aujourd'hui me disait ah, mais là, on peut pas, tu peux pas retourner ça parce qu'avec le coronavirus, blablabla. Mais je suis comme, en tout cas, je suis resté calme et là, j'ai dit est-ce que je peux parler à personne, superviseur, whatever. Et au final, ben, ils m'ont dit mais regarde, en ce moment tu peux pas, mais si tu attends après le coronavirus, on va te signer de quoi et tu pourras le retourner. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'il faut tout le temps rester calme quand on jase avec des personnes de service à la clientèle. Au final, j'ai pas eu à chier sur personne, c'est pas ça qui m'aurait aidé non plus, je pense pas. Peut-être que j'aurais pas trouvé cette solution à la fin. Donc en ce moment, j'ai un billet de 18$ en format d'extrait pur de vanille que je garde dans mon garde-manger, mais bien dans un coin pour pas jamais qu'il se fasse toucher. J'ai acheté l'extrait de vanille artificiel qui était 6$ à la place pour compenser. Donc, ne vous me prenez pas, ces petites bouteilles, des petites bouteilles à côté des bouteilles à 2$ peuvent être 18$. Mais morale de l'histoire, soyez quand même gentils avec le monde de service à la clientèle. Puis, la majorité du temps, c'est des personnes qui sont raisonnables comme vous et moi. Et si on raisonne gentiment, ben, on pourra avoir à la fin un compromis. Pour ce qui se passe dans le monde de la course, ben, on est encore dans une position où est-ce qu'on attend quelles courses vont sortir. Mais j'ai eu plusieurs questions, commentaires dans les derniers épisodes, ce que j'apprécie beaucoup. Donc c'est le fun, on va pouvoir un peu passer du temps à répondre à ça. Puis j'avais une question ou commentaire de Gabriel Robillard, tout d'abord. Puis ça, c'est un thème que je voulais aborder cette semaine aussi. Qui me disait, il y a tout d'abord un de ses points, il disait tous se sont lancés à la course à pied, c'est la première fois que je dois acheter des souliers à prix régulier au Sport Expert, car tous ceux en solde sont en rupture de stock depuis 2 semaines à sa grandeur. Ben, comme de fait, ça va avec ce que moi et probablement tous les coureurs ont pu constater, c'est que tout le monde se met à la course ces temps-ci. Ben, c'est un fait parce que c'est la seule chose qu'il y a à faire, en fait. Des gens qui faisaient d'autres sports, ben, ils se mettent à ça pour se garder en forme. Puis t'as du monde qui faisait pas de sport peut-être avant, que là, comme ils ont, un moment donné, quand t'as fait toutes les séries, tu te mets au sport. Ben là, oui, je pense que c'est un fait. Oui, ça va être plus difficile de trouver des souliers pour moins cher. Parce qu'en effet, c'est comme en rupture de stock un peu. En fait, pas mal tous les items, j'ai trouvé de maison. Mettons, je voulais acheter, mettons, un volant pour des jeux vidéo. Puis là, maintenant, c'est comme, avant, c'était 300$, puis là, c'est rendu 400$. Tu sais, c'est l'offre puis la demande. Des gens achètent plein de biens matériels pour l'intérieur, parce que c'est les seules choses qu'ils peuvent faire, ou pour le seul sport qu'ils peuvent pratiquer, qui est la course. Donc, les chaussures sont bien en demande. Ça prend beaucoup de délai, je pense. Toi, tu devrais les recevoir quand? Tu as une paire de souliers que tu as reçu là, parce que tu étais chanceux, il n'était pas encore en production, en manque de stock. Mais là, l'autre paire, tu es censé la recevoir quand déjà? Je pense que c'est comme le 4 mai. Ouais, puis tu l'avais commandé au début avril, du mois. Ouais, début d'avril. Donc, faut attendre pour les recevoir si on commande en ligne.
Ben, ça, il y a peut-être les sports experts, ça a l'air qu'ils sont ouverts, je sais pas, je suis pas trop au courant. Je pensais qu'ils étaient fermés, peut-être c'est en ligne aussi qu'ils parlent. Mais c'est ça. Maintenant, c'est ça, il faut tout acheter en ligne pas mal. Les prix montent, c'est impossible d'en trouver en sol. C'est ça, et pour ça, moi j'ai mis de mes investissements dans Skechers maintenant. Donc j'ai aucun parti pris là-dedans, bien sûr. Vous pouvez pas en voir. Mais c'est ça, je me suis dit, une compagnie de souliers, tu sais, mass market quand même. Donc, tu sais, assez cheap que n'importe qui peut prendre de souliers de course. Selon moi, j'ai l'impression que ça va pay off parce que en ce moment, c'est ça qu'on remarque, c'est tout le monde essaie d'acheter des souliers de course parce que les gens veulent s'y mettre. Ce qui est logique, mais c'est ça. Selon moi, ça vaut la peine et j'ai mis mon argent où est-ce que ma bouche est, comme le dit l'expression. Je suis sûr que c'est une expression en français, ça. Put your money where your mouth is. Oui, je pense que c'est ça. J'ai oublié le point que je voulais aborder, mais peut-être que ça va me revenir plus tard. Puis ça m'amène à l'autre point qui est qu'est-ce que les élites font pour s'occuper. J'avais, par exemple, pas juste les élites, juste les coureurs. J'ai reçu un commentaire sur une de mes vidéos YouTube d'Antoine Bolduc, meilleur, qui me disait « Idée de sujet pour le prochain épisode. Que penses-tu des entraînements de type time trial pour simuler une course? Et penses-tu en faire? Ça booste un peu la motivation. On est une dizaine à s'être fait un 5K virtuel en fin de semaine, 11-12 avril. Donc là, j'ai pris un petit 10 jours de délai pour répondre, désolé. Chacun notre bord dans l'Est du Québec. Et j'ai tout de même fait un PB de 10 secondes sans chrono, ni parcours officiel, ni compétiteur auto. Mais tout de même, ça peut être une option pour se remotiver. Tout d'abord, bravo de faire un PB dans un time trial, c'est quand même fort. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu t'es mis ou que tu as entendu du monde de ton club de tri qui faisait des time trials non, vous restez aux entraînements? Non, c'est ça, on reste beaucoup aux entraînements. Non, c'est ça, on reste beaucoup dans la planification d'entraînement de notre entraîneur. Ouais. Fait que non, il n'y a pas de ça prévu, mais je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Puis moi, j'avais, en fait, on avait eu, dans le fond, toutes les cancellations de courses étaient arrivées juste avant le 15 kg des Pichoux. Et c'est justement, j'avais eu une forme de time trial, si on veut, que au lieu de faire le 15 kg des Pichoux, ben, j'avais fait 3 fois 5 kg quand même vite. Puis quelques semaines après, genre 1 ou 2 semaines après, John d'Athlétisme Marie nous avait donné un time trial de 10 kg. Puis j'ai quand même fait moins pire que je pensais. Parce que moi je sais que personnellement j'ai vraiment de la misère à me motiver si j'ai pas quelqu'un à côté de moi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont comme ça. Je sais pas si c'est la majorité des coureurs ou si c'est vraiment 50-50 ou si c'est moins que ça, mais personnellement j'ai vraiment de la misère. Puis j'ai quand même fait autour de, je pense, 32-45 peut-être. Je voulais juste aller en bas de 32-50 quelques que mon coéquipier Arnaud avait fait. C'est quand même bien loin de mon record personnel. Moi, c'est autour de 30-30 mon record personnel sur route. Fait que je m'attendais pas non plus à faire un record personnel. Donc, ça a son mérite. Pour certaines personnes, je pense que ça peut être le fun de se donner des time trials comme ça, des challenges de même. Moi, personnellement, oui, j'ai un peu de fun à faire ça, mais en même temps, c'était vraiment souffrant. J'ai trouvé de faire un time trial de 10 kg, c'est rough là, par soi-même. T'as personne qui crie après ou quoi. Fait dur un peu de rester motivé et d'atteindre vraiment tes paces. Mais à chacun ses affaires. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, si toi et tes amis ça t'intéresse, oui, ça peut être un truc pour se motiver. Personnellement, moi, ça me motive pas, en fait, c'est plus ça me. Tu sais, t'as pas hâte de le faire. Là. Mettons, toi, si t'avais ça, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te motiverait ou est-ce que c'est plus quelque chose qui ferait comme t'as pas tant hâte à ce workout, si on veut, de time trial? Ben, je pense que ça ferait changement, tu sais, un peu des entraînements. Fait que je pense que j'aimerais ça.
Ça dépend juste des conditions météo. Si c'est cet été, mettons, pour une journée précise puis qu'il fait pas beau, puis là, je sais pas. L'avantage des time trials, c'est que tu peux le faire quand tu veux. Mm-hmm. T'as pas besoin, c'est ça qui est le fun. Une course, s'il fait pas beau, tu dois la faire quand même cette journée-là. C'est vrai. À moins que c'est cancellé, mais d'habitude, ça arrive no matter what. Tandis qu'un time trial, c'est ça. D'habitude, nous, notre coach qui nous avait dit, c'est cette semaine, faites un time trial de 10 kilos, choisissez quand vous voulez le faire, à quel moment. Fait que ça, selon moi, c'est le fun de la flexibilité que ça apporte. Mais c'est ça, moi, personnellement, j'ai pas en tout le même. Puis je pense que personne n'a le même thrill dans un time trial que dans une course. Mais aussi, c'est vraiment, ça me. Tu sais, je peux d'en avoir fait un, je suis content d'avoir fait tout ça. Mais je pense que ça me ferait juste comme vraiment pas avoir hâte au prochain. Si j'en avais, mettons, aux 2, 3, 4 semaines. Comme moi, je préfère des courses à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines. Ça me dérangerait pas parce que c'est le fun, j'aime l'atmosphère, c'est motivant. Mais de faire un time trial, c'est comme le time trial, c'est exactement comme une course en termes. Mais même c'est pire qu'une course un petit peu en termes de douleur, je dirais, ou similaire. Puis t'as comme pas tout ce qui est le fun de la course. Donc je dirais que personnellement, ce serait peut-être pas pour moi. Je préfère aller plus. Là, en ce moment, là, ça va aller faire un petit segue vers un autre des points que je l'ai amené, c'est qu'est-ce que les coureurs élites font en ce moment pour se motiver. J'avais vu Anthony Larouche, je pense que c'était sur Instagram qui avait dit, là, il s'attaquait au segment Strava. Puis justement, nous, il y a 1 ou 2 semaines, c'était ça notre. Il y a une semaine, c'était ça notre workout pour Athlétisme Marie. Notre coach nous avait dit il faut que vous fassiez. Le workout, c'était censé être 8 minutes, 6 minutes, puis 1 minute que tu vas vraiment quand même full pin. Puis il nous avait dit tu peux le faire, le workout, que si tu dois avoir 3 segments Strava qui sont environ 8 minutes, 6 minutes et 1 minute. D'essayer de soit avoir un PB ou d'obtenir la couronne. Puis c'est ça, comme les gens se disaient peut-être que les élites les laisseraient tranquilles, ils laisseraient les segments Strava à la plèbe, mais non, maintenant les coureurs élites, ils n'ont plus rien à faire. Donc on s'y met nous aussi. Puis j'ai eu quand même du fun à faire ça, plus que je pensais que j'en aurais. Pour de vrai, il y a même pas un mois, même pas 2-3 semaines, comme je checkais jamais à peu près les segments Strava. Je savais même pas c'était où. Je savais c'était où, mais j'y portais pas attention quand je fais mes comptes rendus de workout et tout ça. Là, quand la seule fois que j'y porte attention, c'est mettons quand tu te fais battre ton record. Puis ce qui arrive des fois avec moi, ou avec d'autres personnes, c'est que tu as quelqu'un qui le fait en vélo, puis que là, ils ont marqué ça comme une run accidentellement, puis là, ça dit ton record s'est fait battre, puis là, après ça, finalement, la notification disparaît après quelques jours quand l'activité est flaguée. Mais c'était la seule fois que je réalisais qu'il y avait ces trucs-là. Mais là, maintenant, c'est ça, pour ce workout-là, je m'étais dit, bon, là, ok, je vais essayer de trouver, je vais arranger quel segment je vais prendre pour faire mon workout. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les segments Strava, en gros c'est sur Strava, qui est une application pour la course, le vélo. Tu peux aller sur, c'est une espèce de Google Maps ou Open Maps, que tu peux voir des trajets de course et tu peux créer ton segment, tu peux créer un segment ou regarder des segments déjà existants, que disons c'est mettons du bas du Mont-Royal jusqu'au haut du Mont-Royal en suivant le chemin Homestead. Ça pourrait être un segment par exemple. Puis là, tu peux voir la liste des personnes qui l'ont fait. Tu peux voir comme le top 10, puis voir où est-ce que toi tu te situes là-dedans. Fait que dans le fond, moi j'ai planifié tout mon entraînement autour de ça. J'ai regardé dans mon coin quel segment je pourrais m'attaquer. Puis là, j'ai vu, il y avait le classique, la loupe du parc René-Lévesque, qui est exactement à 2 km, que celui-là était quand même dur. C'était, je pense, Francis Iscardo-Bernier, qui était le frère de Ricardo que je connaissais du cégep, parce qu'il était dans l'équipe de cross-country, qui avait quand même un record assez fort. Je pense que c'était autour de 6,05 pour cette loupe-là. Donc ça, j'ai décidé de m'attaquer à celle-là pour le 6 minutes.
Puis je me suis fait un autre segment pour le 8, puis un autre pour le 1. Puis j'ai quand même eu du fun comme à planifier ça. Puis je dirais que c'était le workout le plus fun que j'ai eu. En même temps, c'était un tout petit workout, un 8-6-1. Mais j'ai quand même eu du plaisir à faire ça. C'est sûr, là, maintenant, j'ai eu le record, j'étais très content. Puis là, bon, what's next? Parce qu'une fois que tu as le record du segment, ben là, tu peux regarder d'autres, mais c'est sûr, à un moment donné, t'es auras fait. Mais ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? As-tu déjà fait ça un peu? Toi, je sais que Strava, t'aimes pas tant ça, parce que c'est comme, tu te compares aux autres, puis tu fais, les autres, ils en font tellement, puis là, tu te sens mal. Comment tu vois ça un peu? En fait, je savais même pas qu'il y avait cette option-là, puis je trouve ça le fun. Ah, bon. Je trouve ça le fun qu'il y ait ça. Ça demande la planification, mais je pense que ça vaut la peine si pendant l'entraînement, tu as plus de plaisir, puis tu es plus motivé à y aller, finalement. Je pense que ça peut vraiment être motivant. Mais je pense que les stratégies, ils sont propres à chacun. Je pense que ça dépend de chaque personne, lesquelles ils veulent choisir. T'sais, pour certaines, ça va être plusieurs stratégies. Pour une autre, ça va être une qu'ils vont prioriser. Dans mon cas, en ce moment, pour la course à pied, je suis un peu blessée. Fait que ma motivation est un peu basse, mettons. Là, en ce moment, mon objectif à court terme, c'est plus d'être capable de courir pendant 30 minutes sans avoir mal. Fait que, mettons, en ce moment, face aux stratégies, on dirait que je suis allée plus avec une stratégie intrinsèque, dans le sens où je veux avoir du plaisir pendant le plus longtemps possible avant d'avoir mal puis arrêter à ce moment-là, plutôt que avoir un objectif de temps ou un objectif de ranking, là, de m'améliorer sur d'avoir le meilleur, rang possible sur un parcours précis, c'est pas vraiment ça mon objectif en ce moment. C'est vraiment, de m'améliorer puis avoir la forme pour après ça faire ce genre de trucs-là. Je pense que c'est ça, en ce moment, t'es même pas à ce stade-là, t'es juste au stade, il faut que je mette un peu de millage sans me blesser, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça, une fois que t'es passé ce stade-là, c'est quoi que j'ai fait pour me motiver dans cette période-ci où est-ce qu'il n'y a pas de course? Moi, ma motivation principale, c'est les courses pour m'entraîner. Mm-hmm. Fait que c'est dur, là, on essaie d'y aller une semaine à la fois. Une chose de positive quand même j'ai trouvé depuis comme la semaine passée, là je jasais avec mon coach, il m'avait écrit quelques commentaires dans mon plan, puis il a dit ok, cette semaine, les semaines passées c'était pas super le millage, cette semaine essaie de mettre du bon millage, puis comme j'ai réalisé en ce moment, je peux voir ça comme je vis un peu le rêve d'athlète professionnel, qu'en ce moment techniquement j'ai des petites affaires à faire par-ci par-là, mais c'est vraiment rien. Puis tout ce que je peux faire, c'est je peux m'entraîner puis dormir comme un athlète pro. Fait que j'ai comme passé un peu plus dans cette philosophie-là. Puis j'ai réussi à mettre du vraiment bon millage, une de mes top semaines de millage à vie. Fait que là, j'étais bien plus content. Donc ça, c'est un peu un des aspects... Je réussis à trouver un peu du positif dans ce coronavirus. Puis je trouve que c'est ça, l'application t'aide un peu à voir, ok, crème, je suis capable de quand même rentrer du bon millage. Sinon, j'aurais aussi pu le calculer en minutes, mais c'est ça, j'aime bien l'application parce que si t'as pas un système qui calcule tout ton entraînement, comme où est-ce que tu mets tes minutes ou quoi manuellement, mais ça le fait automatiquement. Tu fais juste le synchroniser avec ton cell ou ta montre, puis c'est ça le fait. Donc ça, je trouve que ça aide. Puis c'est sûr, c'est pas nécessairement le meilleur type de motivation. Souvent, t'as beaucoup de puristes de la course, surtout tu vois ça plus dans le ultra trail, puis ou du monde qui font juste pas de course, puis qui sont juste des très puristes qui disent ta motivation devrait pas venir des courses, ta motivation devrait pas venir de te comparer aux autres, ça devrait être purement du plaisir de courir, tout ça. Puis je pense que ça peut être correct pour certaines personnes, ils vont être capables de se motiver avec ça, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout la réalité de tous les coureurs ou de la majorité des coureurs. Personnellement, moi, c'est vraiment, je suis motivé à la base par les courses, mais je trouve que ça m'aide aussi un petit peu ce travail de, tu sais, des fois je regarde là, comme les pros, ok, c'est un peu ça le millage qu'ils font, puis tu sais, faut pas se comparer à 100%, puis se dire, ok, moi je vais faire comme les pros, tu sais, chacun on a notre niveau, mais juste de pouvoir dire, ok, je vais essayer de m'améliorer, j'ai fait
60 km cette semaine-là, ok, je vais essayer de faire 70 la semaine prochaine. Quelque chose du genre. Fait que je trouve que cet aspect-là, ça peut aider un peu, puis les gens qui se donnent des kudos, puis tout ça. Donc moi, je trouve que c'est quand même si c'est très externe comme source de motivation, que c'est vraiment, tu te compares aux autres, je pense que c'est pas mauvais. On dit souvent que c'est mauvais de se comparer aux autres, tu sais. Toi, est-ce que tu voulais dire de quoi? J'avais lu un article justement qui parlait de ça, tu sais, la motivation intrinsèque et extrinsèque pour la course à pied. Ouais. Puis, tu sais, ce qu'il disait, c'est que si tu as une motivation intrinsèque, tu risques de faire la course à pied beaucoup plus longtemps qu'une personne. J'ai-tu dit extrinsèque ou intrinsèque? En tout cas, si tu as une motivation intrinsèque, tu sais, qui part vraiment du plaisir puis du sentiment de bien-être, tu sais, à la course, mais que tu risques d'en faire plus longtemps que si ton désir, c'est toujours d'être, mettons, le meilleur ou d'avoir toujours la médaille d'or. Parce que ça, tu l'auras pas toujours. Ben c'est ça, c'est que tu vas être déçu, tu vas être déçu. Tu vas pas toujours souvent. faire des PB. C'est ça, puis tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui vont faire en sorte que tu l'aies pas, là. Tu peux te blesser, il peut y avoir une personne extrêmement bonne qui vient faire ta course, finalement, tu l'avais pas prévu, puis là, ben, ton objectif est finalement tombé à l'eau parce qu'il y a cette personne-là que tu n'avais pas prévu qui est là. Fait que tu sais, c'est plus dur à maintenir ce type d'objectifs-là, tu sais, qui sont plus externes, que t'as pas vraiment de contrôle, finalement, tu sais. Fait que c'est mais pas t'as quand même un peu de contrôle, tu sais, juste de dire je vais améliorer mes temps, tu as du contrôle si tu t'entraînes comme du monde, puis... Ouais, t'as quand même t'as un contrôle quand même, mais c'est ça dépend, tu sais, si ton objectif extérieur, tu sais, ton principal, c'est d'être le meilleur, mais c'est pas vraiment atteignable, il y aura toujours du monde qui vont se démarquer puis qui vont être meilleur que toi. Il y a peut-être une personne meilleure dans le monde, mais c'est rare que cette personne-là va rester la meilleure longtemps. C'est sûr qu'elle va tomber à un moment donné. Fait que je pense que si, à la base, on a un plaisir pour le sport qu'on pratique, mais on risque de le faire beaucoup plus longtemps que si nos objectifs, c'est au plan purement externe. Mais je pense que c'est un cumul de tout ça qui fait que on va aimer puis on va être motivé à le faire, là, le sport. Là. Ouais, mais tu sais, moi je pourrais me motiver juste par le plaisir de la course. Mais si c'était le cas, je courrais pas autant que je cours en ce moment. Tu sais, j'irais sortir courir peut-être 4-5 fois semaine max. Puis je sortirais des sorties, tu sais, 90 minutes, peut-être. Certains jours, ça serait un 45, 60, parce que cette journée-là, ça me tente moins. Mais tu sais, si c'était purement ça, je ferais tellement moins de millage, puis j'atteindrais pas les résultats que je veux atteindre. Puis je trouve que ce qui est important, tu sais, c'est clair qu'il y a des cas où est-ce que ça va déraper, que les gens ont des attentes juste trop élevées, puis ils vont pas les atteindre. Mais je pense que c'est ça la clé, c'est correct de se comparer, puis ça, c'est juste d'avoir des attentes réalistes, puis des objectifs A, B, C, D, E, F, là, tu sais, de dire, juste d'être capable de regarder ça d'un point de vue externe. Puis c'est sûr, souvent, tu regardes les top athlètes au monde, t'sais, eux ils disent comme non, I knew I was the one, je sais que c'est moi, puis fait que là t'as l'impression qu'il faut avoir cette attitude-là. Peut-être qu'il la faut pour être le top au monde, parmi les tops du monde, mais je pense pour la majorité des gens, ça peut aider de se comparer aux autres, c'est juste d'avoir des attentes réalistes, de dire bon, moi mon objectif, ça va être essayer d'être, pour moi, mettons, telle course, je vais essayer de faire le top 3. Je voudrais vraiment gagner, je pense que je peux le faire, mais tu sais, regarde, je sais pas c'est quoi ma shape, ça se peut que je finisse 2-3. Ça se peut que je sois déçu, mais tu sais, de juste voir la réalité, que ça se peut que ça soit pas ça, puis c'est correct, ça fait pas que je suis mauvais, c'est que cette journée-là, j'étais moins bon que telle personne, puis regarde, c'est pas grave. Puis ça peut être ton objectif, ça peut être, je veux essayer de faire un PB, je veux essayer de ça. Mais je pense que ça aide d'avoir déjà utilisé, puis je pense que ça aide de se comparer aux autres. Puis aussi, sur Strava, t'as du monde qui vont pas mettre tout leur millage, t'as du monde qui s'en fout ben raide de Strava. Fait que c'est correct, tu pourras toujours te comparer à quelqu'un qui s'en fout ben raide, puis t'auras l'air pas si pire, tu sais. Fait que au final, c'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un en dessous de toi, puis cette personne en dessous de toi le réalisera pas parce qu'elle s'en fout du Strava. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose de se comparer tant que tu le fais, tant que tu es capable de garder un esprit réaliste de c'est quoi que tu veux obtenir. Est-ce que c'est quoi vraiment tes chances de l'obtenir? Juste d'être correct, d'accepter si tu l'as pas, d'être prêt à accepter si tu l'as pas, mais de poursuivre ça, je pense que c'est ça que j'ai du fun à faire. Mais c'est ça, c'est
sais, mettons que tu veux améliorer ton temps, je pense que tu as beaucoup de plus de contrôle là-dessus que de finir, mettons, tu sais, de dire que tu veux faire le top 3, mettons. Mais tu peux... Parce que... Oui, t'as beaucoup plus de contrôle là-dessus, sure. Mais en même temps, pas tout le temps. Tu sais, des fois, si les conditions sont pas bonnes, si t'as un gros vent cette journée-là où il y a une tempête de neige, c'est glacé ou quoi, tu sais, c'est quand même, tu peux quand même avoir une bonne idée en regardant les résultats des années précédentes, s'il n'y a pas tant de changements dans la course, où est-ce que tu vas finir dans le classement. Tu peux quand même avoir une assez bonne idée de ça. Puis le meilleur exemple de ça, c'est le cross-country. Le cross-country, tu te fies jamais au temps. Parce que d'un parcours à l'autre, ça varie tellement. Tu te fies, pour savoir si tu t'es amélioré, tu ne peux pas te fier au temps. Tu te fies où est-ce que tu t'es positionné. Mais pour ça, François, c'est qu'il te faut un nombre de participants qui ne varie pas tant de fois en fois, qui reste assez homogène. Non, mais de savoir dans quel pourcentage tu finis, tu sais. De quel milieu, est-ce que je suis dans le top 50%, le top, tu sais, oui, ça, mettons qu'il y a, tu sais, une course passe de 1000 à 2000 personnes, ben là, si normalement tu étais 500e, ben là, attends-toi pas à être 400e, c'est sûr qu'il va en avoir la moitié peut-être là-dedans qui vont être plus vite que toi. Mais tu peux te donner un objectif, je veux être dans c'est ça, d'être dans le meilleur 50%, le meilleur 30%, le meilleur 10%, d'affaires de même. Puis, si tu as suivi ton plan, si tout va bien, normalement, ça peut être une autre façon, ça peut être une façon de voir si tu atteins tes objectifs. Selon moi, c'est une bonne idée d'avoir un objectif de temps, d'avoir un objectif de position. T'sais, si t'en rates un, tu peux aussi avoir l'autre. Tu peux rater les deux, puis... Ben, tu sais, je sais pas, mettons, personnellement, j'aime mieux avoir un objectif de temps, pour moi, tu sais, d'améliorer mon temps qu'améliorer mes positions, tu sais. Je pense que pour la majorité des gens, c'est mieux ça, les records personnels, parce que d'un, quand tu débutes, tu vas pas être au top, puis fait que tu te compares moins aux autres, puis il y a beaucoup de monde qui aime pas se comparer aux autres, c'est correct, mais je pense pas que c'est malsain nécessairement si tu le fais bien. C'est sûr, ça peut être malsain, c'est comme, il faut que je sois telle personne, il faut que je batte telle personne, là, ça devient malsain. Mais, puis c'est correct de dire, je veux juste essayer de battre mes temps, puis voilà. Mais ça dépend de quoi tu fais. Si tu fais du cross-country, jamais je te dirais de faire ça. T'sais, toi, tu fais du triathlon qui est relativement contrôlé, extérieur. Ça varie beaucoup, tu sais, d'un parcours à l'autre. Fait que pourquoi est-ce que tu vas te fier autant dans ce cas-là? Ben, je me fie autant de l'année passée pour une même course, par contre. OK. Mais tu sais, je veux dire, on sait jamais c'est qui va être là. T'sais. Est-ce que ça va être des champions canadiens qui vont assister à cette course-là? Ben, dans ce cas-là, c'est sûr que je ferai pas le podium, tu sais. Et je peux me dire, OK, j'aimerais ça être dans les 10 premières, mais ça varie vraiment du nombre de personnes qui s'inscrivent à la course, qui sont dans ma catégorie d'âge, puis de leur niveau aussi, tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai tellement pas de contrôle là-dessus que je me dis, si je me fixe un objectif d'être dans le podium, je vais être déçue souvent. Puis plutôt qu'être déçue, je trouve ça plate, tu sais, faire une course, puis on devrait être fiers de nous à la fin, tu sais, on devrait pas être déçus de nous. Mais j'aime mieux me fier à mon temps, tu sais, comme ça, j'ai plus de chances d'être fière de moi, tu sais. Mais je pense que ça revient à ça, de juste être smart de comment tu te compares, puis comment tu mets tes objectifs. Puis tu sais, si tu sais que tu regardes ça, la situation, j'ai pas vraiment de chance de faire le podium, mais tu dis, bon, ça va être un bonus si je l'ai, mais j'ai l'impression, si je l'ai pas, c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est ça que tu dis souvent. Fait que ça, c'est pour. C'était aussi, je pense que c'était aussi une des questions de Gabriel Robillard jeudi. Il avait dit, pour terminer, il semble y avoir un début de tendance. J'observe des amis sur Strava qui cherchent à aller chercher des KOM sur des segments. KOM, je pense que c'est un terme pour, j'ai oublié c'était quoi, là, mais une abréviation, un acronyme pour quelque chose qui rapporte des records de segments un peu partout dans leur quartier. Donc, oui, en effet, j'ai l'impression, j'ai vu, il y a Guillaume Dupire qui m'en a pris un dans le temps que j'étais sur le plateau, je pense que c'était sur la traque de chemin de fer dans le coin de Rosemont, Mile End. Que là, j'ai vu, il me l'a pris cette fois-ci. Je sais que c'est pas en vélo parce que je sais qu'il est capable de le faire. Donc, oui, tout le monde, beaucoup de monde qui s'y mettent. Je vois beaucoup de records de segments Strava bien frais, tout nouveau.
Donc oui, c'est une tendance que je pense on peut bien voir. Je pense que le monde se met à ça parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Il n'y a pas de course à faire. Fait que c'est bon, ben, tant qu'à y être, tant qu'à faire des workouts, tant qu'à chercher des objectifs, ben, on va essayer de faire ça. Donc oui, je suis devenu un peu moi aussi une petite Strava whore, comme on dit. Mais c'est ça. Le classique, c'était Olivier, que j'ai déjà reçu ici, Olivier Roy-Barjon, que dans le temps, il me racontait, je pense que quand il venait d'avoir sa fille, qu'il planifiait ça, puis là, il regardait pour des petits segments Strava, puis il faisait comme une petite sortie de genre 15 minutes, puis il planifiait sa run, puis là, il allait en battre comme 3 4 5 puis il revenait genre 15 minutes plus tard parce qu'il fallait qu'il s'occupe de sa fille. Mais de même, il s'était allé chercher plein de records de parcours de Strava. Donc, ça peut être une activité pour s'occuper. Je pense on peut avoir un certain plaisir à faire ça. Donc, tant mieux pour ça. Aussi, parlant de segments, si on veut, avant que j'oublie ça, j'avais vu sur Strava justement, on avait quelqu'un qui a fait le tour de l'île de Montréal en course, 125 km. Et on a l'article qui est sorti récemment, c'est Mathieu Blanchard, le coureur d'ultra, ben c'est ça, il y a rien à faire en ce moment parce que toutes les courses d'ultra à travers le monde sont cancellées. Et puis justement, il y a un article qui est sorti dans la presse, Radio-Can, dans lequel il expliquait un peu la logique pourquoi il a fait ça, qu'il était censé faire, je pense, un 100 ou quelque chose du genre. Puis là, ben, c'est cancellé. Fait que, au lieu de se tourner les pouces ou de continuer un entraînement régulier, il s'est dit bon, ben, je vais faire le tour de l'île en course. Je sais pas si ça a été fait dans le passé ou si c'est un des premiers à la faire en course. Ça se peut que ce soit le premier. Puis il décrit, lui-même, il décrit ça comme un peu il disait comme une niaiserie, genre une affaire un peu stupide. Que ça l'est, mais en même temps, tu sais, c'est comme, c'est un bon coup de pub pour lui, que lui, il vit pas mal de ça, parce qu'il avait lâché sa job pour se mettre à 100% comme coureur de trail professionnel. Donc, tu sais, en ce moment, il y a comme rien d'autre. Fait que, tu sais, et puis, je pense qu'il y a quelqu'un, je pense que c'était Pierre-Michel Arcan qui a fait le commentaire qui disait on voit qu'on est en. Il y a aucune nouvelle du sport quand quelqu'un qui fait le tour de l'île en jogging, puis ça fait la première du cahier des sports. Fait que je pense que c'était comme la grosse page du cahier des sports. Fait que ben, c'est quand même smart, un bon coup de pub. C'est peut-être que les gens, c'est sûr, en ce moment, les compagnies sont pas mal plus Scrooge avec leur argent. Ils font bien attention parce que il faut bien c'est un peu plus serré avec le coronavirus. Mais qui sait, je pense que c'est quand même un bon coup de pub. Puis il y avait quand même pas mal rien à perdre à faire ça parce que je pense pas qu'il y a d'autres courses, il y aura pas d'autres courses d'ici septembre, sinon plus. Donc oui, ça va un peu chier son entraînement, mais comme en même temps c'est un bon training si on veut. Je sais pas s'il allait vraiment à pace de course. Je sais qu'il avait dit qu'il avait mis des petits ravitaux. Il s'est installé lui-même, il avait caché des petits trucs de gel, des choses comme ça, le long du parcours qu'il planifiait faire. Donc, mais je pense pas qu'il faisait ça vraiment à allure de course. Il a dit à la fin que comme il en arrachait un peu, que je sais pas si c'était blessure ou quoi, parce que justement, lui est habitué de faire dans des trails. Puis là, ça c'est pas un trail, c'est beaucoup d'asphalte, beaucoup de béton. Donc, il disait que ça avait l'air c'était un peu plus difficile parce que c'est un mouvement qui est toujours le même au lieu de changer. Donc, c'est ça, c'est pas super pour son entraînement, mais comme en même temps, il y a rien à perdre en ce moment. Moi-même, je fais des conneries, j'ai fait un marathon random. Fait que ça, c'était juste une plus grosse connerie, mais en même temps, il y a eu un bon coup de pub. Puis ça garde occupé, il faut essayer de rester occupé. Puis c'est intéressant dans l'article, il racontait que lui aussi, au début du shutdown, que toutes les courses étaient annulées, lui aussi il a eu un
un bon 2-3 semaines, je sais pas, c'était pas écrit précisément, mais je pense que c'était environ ça, de vraiment de perte de morale, puis l'entraînement, il a juste coupé l'entraînement, puis il était comme démoralisé. Puis ça, je comprends totalement, parce que j'ai eu un peu la même affaire. Moi, j'ai quand même réussi à le garder un peu, parce que j'ai mon coach qui me donnait quand même mes workouts. J'étais un peu moins diligent, mais j'ai quand même, je faisais la majorité. Lui, je pense qu'il se coach lui-même. Donc, quand tu te coaches toi-même, puis là, tu perds la motivation, puis c'est toi-même qui fais ton plan, ben, bon, t'écris 0 pour cette semaine, puis t'es comme fâché, mais je pense, c'est ça, je trouve, c'est le fun quand même, l'honnêteté, parce que c'est ça, c'est le fun de voir, tu sais, t'as du monde qui font, ah ouais, là, puis il y a du monde qui en profite, parce qu'il y a du monde que c'est sûr que, mettons, chez Anthony Larouche, lui, était comme, quand même un peu content, parce que lui, normalement, il a pas vraiment le temps de s'entraîner, puis là, ben, il a plus le temps, vu qu'il a pas besoin de travailler à temps plein à son école. Mais en tout cas, pour moi, même si là je vois un peu le bénéfice, je trouvais que c'était très rough au début, juste toutes les cancellations de courses. C'est le fun de voir que je suis pas le seul. Je pense qu'il y a bien d'autres monde aussi que quand leurs courses sont cancellées, ils étaient vraiment déçus puis démoralisés. Mais ça, c'est intéressant de voir ça. Puis là, il s'est mis ça comme objectif. Peut-être ça l'a aidé un peu à remonter l'entraînement. Puis je pense qu'il a dit qu'il planifiait faire une autre affaire de même pour compenser pour les autres courses. Une autre course qui serait annulée dans quelques mois. Donc ça équivaut aussi un peu au point de time trial, I guess, qui était dit. Mais c'est sûr que pour des ultras, c'est pas la même chose. Comme un time trial, ça te magane en tabarouette. Mais donc c'était un point intéressant que je voulais pas oublier de mentionner. Toi, qu'est-ce que t'en penses, faire le tour de l'île en course? Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais un jour? Je pense pas que j'aurais le corps qui me permettrait. J'ai de la misère à faire 5 kilos sans être blessée en ce moment. Là, fait que, en tout cas, vite de même, je pense pas. Là, mais c'est vraiment impressionnant. Là, c'est fou. 125 kilos, je pense que ça a pris juste autour de 10 heures flush, pas mal. Fait que, quand même. Puis j'avais aussi d'autres choses qu'on m'avait dit. Mais tu sais, peut-être pour la course, là, des fois, ça fait longtemps qu'on fait un sport, puis on dirait qu'on le fait parce qu'on le fait, tu sais, mais on oublie un peu les raisons de pourquoi on le fait. Puis, dans la marche, j'ai pensé à ça, mais pourquoi, tu sais, je fais du triathlon, c'est quoi que ça m'amène, tu sais, c'est quoi les bénéfices qu'on retire de ça. Puis, je pense que de se rappeler un peu ces éléments-là, peut-être que ça peut aider pour la motivation. En tout cas, moi, ça m'a aidé un peu pour continuer, parce que là, avec ma blessure, ma motivation, elle avait quand même chuté, on dirait que c'est plate, là. J'ai le cardio, j'ai la volonté pour aller plus loin, mais j'ai mal, tu sais, fait que je suis obligée d'arrêter, fait que ça donne pas le goût de retourner la fois d'après, parce qu'on sait que on va être encore bloqué par notre corps, là. Mais savoir que, tu sais, la course de mon côté, ça m'aide à me défouler, que ça me fait sentir bien, que ça m'aide à me dépasser, à me valoriser, ben tu sais, là c'est juste des exemples pour moi, mais peut-être que pour chacun, ça représente autre chose, tu sais, le fait de courir, tu sais, il y a peut-être d'autres bénéfices que ça vous amène, fait que d'essayer de réfléchir à ça, puis qu'est-ce que ça vous amène vraiment, tu sais, pourquoi vous faites ça en ce moment, tu sais. Pourquoi, François, mettons, tu fais tes entraînements vraiment durs, tu sais, c'est quoi, mettons, le bénéfice que ça t'amène? Ouais, ben ça mène très bien à une question aussi de Gabriel Robillard qui disait, toujours dans le sujet de l'entraînement, est-ce que ça vaut la peine de faire du spécifique, de gros intervalles et de la longue distance, avec des tempos, des intervalles plus rapides ces temps-ci, sachant qu'il n'y a rien d'ici le 31 août? C'est une bonne question. Je pense que c'est quand même important de juste garder du bon millage. Puis je pense que ça aide de faire des entraînements. Comme moi, j'ai vu la différence de quand que j'avais comme vraiment perdu la motivation, puis que j'étais comme wesh, puis là je remettais toujours au lendemain mes entraînements, puis aussi que je me sentais pas tant en shape. Je veux dire, je le réalise plus maintenant, comme avant, juste avant le 15 kg des pieds choux, je pense que j'avais un peu slacké, puis que c'est ça, j'étais comme, j'ai l'impression que je pousse plus mon cœur quand je fais des intervalles, puis que ce soit des longs intervalles, des 9, des 8, des 7 minutes,
à allure 15 kg, demi-marathon, ça fait vraiment, comme je sens que vraiment tu pousses ton cœur. Puis j'ai l'impression que c'est important parce que quand je fais du millage, j'ai plus l'impression que ça travaille vraiment mes jambes. Donc tu travailles tes muscles de tes jambes à s'habituer à être magané, de s'habituer à te pousser vers l'avant efficacement. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut aussi que tu travailles ton cœur. Fait que j'ai l'impression que si tu lâches l'entraînement des intervalles, tu fais juste du gros millage, que oui, tu vas devenir très bon, puis si tu devais faire des ultras, mettons, peut-être que ça serait bon pour toi. Mais je pense que si l'objectif demeure à la fin d'être bon pour du 10 kg, demi-marathon, ou même marathon, ça dépendrait à quelle vitesse tu le fais, je pense que c'est quand même important de continuer à faire ça. Puis, tu sais, mon coach, il est quand même au courant de la réalité. Il sait qu'il n'y a pas de course jusqu'au 31 août, puis il continue à nous donner des entraînements. Fait que je pense que c'est quand même basé sur la science que, là, c'est sûr, dans comment le concept de l'entraînement se fait, d'habitude, tu prévois toujours d'avoir des courses par-ci par-là. Fait que les cycles d'entraînement, souvent tu prends en compte ça, que là tu vas avoir une course là, puis là tu vas avoir un petit peu un down week là, puis que là tu vas pouvoir récupérer, pouf. Là maintenant c'est comme faut créer des cycles d'entraînement mais sans course. Puis c'est dur surtout pour le côté motivation parce que là tu te dis ok, là on est mettons fin avril, il me reste encore mai, juin, juillet, août. Fait que j'ai 4 mois d'entraînement minimum. Juste pas de course, juste de l'entraînement. Comme comment je réussis à rester motivé tout le long. Je pense que c'est ça un des gros défis des coachs en ce moment. C'est de garder leurs athlètes motivés pour des longues périodes sans les courses. Les courses, ça brise ça en plus petits segments. Puis c'est toujours une bonne stratégie de briser en plus petits segments la tâche qui est à faire. Puis fait que je pense que c'est quand même bon de le faire, c'est juste qu'il faut rester réaliste, puis pas comme toujours pousser, puis tout d'un coup juste être tanné, puis juste faire fuck la course, lâche ça, tu sais. Il faut que tu réussisses à garder un niveau de motivation, puis d'avoir peut-être des semaines où est-ce que tu fais des time trials, que tu t'attaques à des segments Strava, ou des semaines plus relax, peut-être une semaine relax, que là, celle-là, tu fais aucun workout. Peut-être que c'est ça la solution pour le segmenter. Moi, comment je fais ça, c'est que je vois ça une semaine à la fois. Tu sais, j'ai mon coach, c'est pas moi qui fais mes entraînements, c'est mon coach qui envoie ça. Moi, je le reçois le dimanche, puis je sais c'est quoi que je fais la semaine suivante. Je regarde pas le prochain, je sais pas c'est quoi le prochain mois, je sais pas c'est quoi les 2, 3, 4. Je pense que c'est ça qui m'aide, moi, à rester motivé, juste de pas savoir un peu, puis d'avoir la surprise un petit peu. Mais c'est drôle parce que, tu sais, mon coach, il dit, il n'y a pas de recette secrète pour les entraînements, tu sais, c'est toujours un mix de la même chose, tu sais. Puis je le vois, tu sais, il me donne toujours le lundi, c'est toujours un espèce de workout, là, c'était... Ok, juste là, j'ai fait 5 fois 9 minutes. L'autre avant, c'était 6 fois 8 minutes. Puis là, l'autre avant, c'était 5 fois 7 minutes. C'est toujours la même affaire. C'est juste spinner un peu différemment. Puis c'est ça le job de coach, en fait, un petit peu. C'est de toujours donner à peu près la même affaire. Parce que tous les lundis, c'est ça qu'il veut que je fasse. Le mercredi, c'est un peu plus de la vitesse. Mais... au final, c'est juste ça. Ça dérange pas que tu fasses toujours... je pense pas que ça dérangerait que tu fasses toujours le même workout, même. C'est juste qu'ils te mettent de la variété pour, tu sais, le spice up, pour pas que tu deviennes tanné, en fait. Pour donner l'illusion que tu fais des affaires différentes et que ça va t'aider, mais... Ben, tu sais, je pense que dans les entraînements, les entraîneurs considèrent plein de choses. Ils considèrent l'effort que tu donnes. T'sais, si tu as un effort plus d'endurance, plus d'intensité, avec les intervalles, tout ça. Ça, je pense qu'il faut qu'il y ait les deux dans un entraînement. Puis il faut que tu ailles aussi... De quoi qu'il faut qu'il y ait les deux dans un entraînement? Ben, faut que tu ailles... Ben, pas dans un entraînement, mais dans une planification d'entraînement. Oui, dans une planification, tu as un petit peu de travail d'endurance, puis un petit peu de travail de vitesse, mais tout ça dépend de c'est quoi l'événement que tu fais. Si je suis un coureur d'ultra, j'aurai pas de vitesse.
Non, c'est sûr, ça dépend. Tu sais, mettons, nous, dans notre planification, tu sais, avec notre entraîneur, là, il nous demande au début, est-ce qu'on veut plus faire des triathlons, tu sais, de courte distance ou de longue distance? Puis il va faire l'entraînement en fonction de ça, tu sais. Il va nous envoyer des entraînements adaptés, puis ça a toujours été comme ça, tu sais. L'hiver, on n'a pas vraiment d'événements, tu sais, on n'a pas... Mais on fait quand même un peu le même principe que tu disais, tu sais, une segmentation, tu sais, de la planification, là. Fait qu'on a comme 3 semaines, tu sais, d'intensité quand même dans les entraînements. Puis la 4e semaine, c'est des entraînements qui sont beaucoup plus relax, tu sais, qu'il y a beaucoup moins de millage, puis qui sont moins demandants. Tu sais, une intensité, mettons, je dirais peut-être de 70% là, d'énergie, mettons, comparativement à des fois 80-90% d'énergie là, qu'on dépense. Là. Fait que ça permet de se reposer un peu pendant cette semaine-là, de récupérer puis d'éviter les blessures, puis de repartir en force la semaine d'après. Fait que c'est un peu ce format-là, là, comme 3 semaines, 1 semaine, qu'on enchaîne tout le temps, puis c'est graduel, tu sais, dans le sens que chaque bloc augmente tranquillement, tu sais, la difficulté, là, finalement, là. Fait qu'au final, ben, tu t'améliores, parce que c'est pas juste le même bloc avec les mêmes distances qui sont demandées, la même intensité, c'est progressivement augmenté. Oui, ça monte un petit peu, mais au final, la recette, ça tourne autour de la même affaire, en tout cas, moi je le vois là, complètement. Là, ok, l'autre fois c'est 5 x 8, là, c'est 5 x 9. Mais tu sais, c'est toujours à peu près du pareil au même, mais que tu mets un petit spin dessus pour pas que la personne se dise il m'envoie toujours la même affaire, mais là, pourquoi j'ai besoin d'un coach? Tu sais, c'est à peu près, c'est ça la job du coach, c'est de garder ça intéressant puis de garder l'athlète motivé, j'ai l'impression. Puis là, c'est que c'est un défi extra parce qu'en ce moment, il n'y a pas de course. Ça aidait vraiment à bien. Segmenté. Donc c'est difficile, mais selon moi, ça aide. De la vitesse, tu sais, vraiment les entraînements de vitesse, tu sais, si tu fais comme des petits entraînements, genre des reps, là, comme ultra vite de sprint, je sais pas si ça va tant t'aider sur le long terme en ce moment, parce que d'habitude, ça, c'est ce qu'on appelle plus de l'aiguisage, tu sais, du fine-tuning que tu fais comme quelques semaines avant ta course. En ce moment, je pense pas que ça va aider. Parce que, justement, on n'a pas de course d'ici le 31 août. Donc, je pense plus, si t'as un entraînement à skipper, skip celui-là, qui est plus de la vitesse, je pense, puis reste focus surtout sur celui plus d'endurance, du tempo, des 10, 20, 30, des 5 des fois minutes, des répétitions de 5 minutes et plus. Des fois ça peut même être du 4, là, mais s'il y en a un à prioriser entre les deux, définitivement je pense que c'est celui des plus longues répétitions, parce que c'est plus ça que tu vas garder au long, c'est ce qui te fait vraiment pomper ton cœur. Puis c'est ça, que vraiment, c'est ta respiration, ton cœur, la limitation, et non que ce soit comme la vitesse maximale que tes muscles peuvent atteindre. Et c'est surtout, tu sais, les entraînements sont pensés pour la durée d'effort, mais aussi la durée de repos, tu sais, entre les laps, tu sais, les séries. Fait que je pense qu'il y a ça, tu sais, qui est vraiment important de respecter de l'entraînement qui est fait, là, tu sais, dans le sens que tu sais, moi, mettons, ça m'arrive des fois de prendre l'entraînement, puis surtout en ce moment parce que je peux pas le faire au complet, là, tu sais, je le regarde, puis là, je me dis, tu sais, ok, ben comment je peux l'ajuster pour que je puisse le faire, tu sais, puis avoir quand même des bénéfices. Fait que j'essaie quand même de garder, mettons, mes blocs, tu sais, de séries en gardant le repos entre les deux pour que j'aille quand même les bénéfices au maximum, mais je ferai peut-être pas le même nombre de séries qui est demandé, tu sais. Au lieu de faire 12 fois le bloc, ben, je vais le faire peut-être 6 fois, tu sais, pour diminuer. Fait que c'est d'ajuster, mais d'ajuster au bon endroit. Toi, tu penses quoi de ça, François? Tu t'ajusterais où, mettons, un entraînement? J'ajusterais où? Ben, tu sais, mettons, ce serait quoi, mettons, que tu couperais? Tu disais que c'était plus l'intensité que tu couperais? Moi, c'est que souvent, comme on a dit, souvent, t'as un entraînement plus d'intensité rapide dans une semaine, puis un plus tempo, longue durée. Moi, j'éliminerais... Si t'as de la misère à garder la motivation pour faire les entraînements, moi, j'éliminerais celui qui est de plus de vitesse. L'entraînement complet, pas une partie de l'entraînement complet. Tu le mets au vidange, tu fais un gros entraînement d'endurance par semaine. Tu t'en rajoutes pas à cet entraînement-là, tu le fais. Mais juste, si t'es capable de garder la constance, selon moi, de continuer à rentrer du bon millage tout au long de ça, je pense qu'il va y avoir des bons bénéfices. Je
pense que les risques, c'est justement, puis ça revient à un autre point que Gabriel Robillard mentionnait, il dit dans les circonstances actuelles, il y a peut-être il y en a peut-être des gens qui ont moins de motivation à l'entraînement et d'autres plus parce qu'ils ont beaucoup plus de temps pour en faire. Je crois que c'est dangereux pour le surentraînement, peut-être modérer l'intensité ou trouver un entraînement complémentaire. Donc, oui, peut-être. Il y a certains gens qui vont se surentraîner un petit peu au début. Moi, je pense surtout aux gens qui vont commencer à la course puis qui vont commencer trop intense, qui vont se dire ok, je vais part de rien, puis là, ils vont se mettre à courir 6 jours semaine, 60 minutes. Oui, il y a peut-être des risques là. Dans les gens qui sont déjà à la course, j'ai l'impression que la plupart qui sont déjà à la course sont déjà à la course. T'sais, ils en font déjà, puis s'ils ont du temps d'extra pour en faire plus, oui, il y a une couple de crinqués peut-être qui vont en faire plus, mais la plupart du temps, ton corps va te donner des signaux. À un moment donné, j'ai mal là, puis tu vas arrêter. Puis c'est sûr, oui, ça peut être un problème, c'est pas pour des gens qui ont trop de temps de se ronger les ongles, puis de faire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ils vont se mettre à faire du cross-training, d'autres affaires. Mais je pense que le plus gros danger, c'est de perdre la motivation plus facilement à cause du manque d'entraînement, parce que ça devient répétitif, chaque semaine est toujours la même chose, c'est toujours tel workout, il n'y a plus de course, il n'y a plus d'excitation. Donc moi je pense que c'est plus ça le danger, c'est de perdre la motivation. Fait que je dis, la stratégie selon moi adoptée, c'est d'ajuster en conséquence si tu réalises que moi c'est ça que j'ai fait en fait, j'ai jasé à mon coach parce que là j'étais comme un peu en mode rattrapage, puis là chaque semaine techniquement je rattrapais un entraînement de la semaine passée, précédente, fait que là j'avais toujours comme l'équivalent de 3 entraînements par semaine, puis pour moi 3 entraînements d'intensité, des choses comme ça. Pour moi, c'était comme trop mentalement, je me sentais débordé, puis tu sais, je suis pas débordé en ce moment, je fais pas grand chose, je suis en congé si on veut, j'ai juste je dois faire une communication par semaine aux profs, mais tu sais, c'est plus les profs, titulaires qui parlent aux élèves, tandis que moi, au primaire, en tout cas, j'ai plus un courriel de parents à date, fait que c'est relax, j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste ça, mais c'est comme dur, je trouve, de garder la motivation justement. Fait que j'étais pas capable à 3 entraînements, je choisissais trop, je jasais à mon coach, puis là il a dit regarde, on va garder ça à 2. Puis là à 2, je trouve que j'ai quand même un juste milieu. Ça se peut qu'à un moment donné, si je trouve que c'est trop, je vais faire. Ça se peut une semaine, je vais me dire, je vais juste en faire un cette semaine, j'ai pas la tête à ça. Là en ce moment, je pense que j'ai repris un bon beat, que je suis dedans, on va voir combien de temps ça va durer, parce que c'est sûr, faut pas se faire de faux espoirs, parce que ça va pas être facile un autre 4 mois, pas de course, de garder la motivation. Fait que je dirais que c'est un peu ça, c'est pas d'avoir des attentes trop élevées, de se dire ça se peut que je fasse des plus petites semaines, ça se peut que je skip des workouts certaines semaines, mais juste de vivre bien avec ça, que c'est pas facile, mais que d'accepter un petit peu, c'est la réalité. Dites-vous que vous n'êtes pas la seule personne qui va sentir ça, que tous les coureurs en ce moment sont en forme de deuil, si on veut, de leur course. En tout cas, tous ceux qui avaient signé à des courses. Moi, j'avais vu, ça m'avait gossé, j'avais vu de quoi, comme j'ai oublié c'était qui, puis c'est peut-être une bonne chose, comme ça je ne dropperai pas de nom, mais je pense que c'était un coureur d'ultra qui était comme c'est pas bon d'avoir des courses pour se motiver, puis j'étais comme je trouvais ça un peu arrogant, tu sais, de comme le fait que tu sois motivé par les courses, c'est comme ça fait que c'est une moins bonne source de motivation, puis ça devrait pas être ça, tu sais, c'est comme trop puriste. Moi je suis comme non, c'est comme regarde tout le monde, c'est quoi qui les motive à suivre leur entraînement, c'est qu'ils ont cette course-là, c'est quoi qui motive la madame qui se met à la course pour la première fois, c'est parce qu'elle s'est inscrite à un 5 km de marche ou de course dans 2 mois, puis elle veut bien faire, tu sais. Comme 80-90% des gens, de mon impression, c'est ça qui va les motiver à vraiment à suivre leur plan. Puis je pense pas que c'est une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Donc ça m'avait gossé de voir ça.
comme la personne qui disait en ce moment, il n'y a pas de problème pour courir, même c'est le meilleur temps pour courir parce que tu peux pas te piéger avec cette course-là qui s'en vient, puis que là tu vas trop en faire. Comme oui, ça peut être une erreur que certaines personnes vont faire. Ils ont telle course qui s'en vient, puis là ils stressent, puis là ils se surentraînent. Oui, c'est mieux d'être moins entraîné que surentraîné pour une course. Mais je pense que c'est quand même bien, c'est quand même correct d'utiliser des courses pour se motiver. Puis c'est pénible de ne pas en avoir en ce moment. Puis c'est correct que ça soit pénible de ne pas en avoir en ce moment. Mais ouais, ça m'a gossé. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ça. Je peux pas imaginer un monde sans course. Donc. Ouais, s'il n'y en avait plus du tout de course, le François, puis que la situation restait de même pour tout le temps, est-ce que tu continuerais la course? Ou tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais? Mais tu sais, s'il n'y avait plus de course, il n'y aurait plus non plus de plein d'affaires. Il n'y aurait plus de concerts, il n'y aurait plus de. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de concerts, il n'y aurait plus non plus de sport organisé. Fait que, mais s'il n'y avait plus de course, là, c'est que là, je m'entraînerais pas quand je m'entraîne en ce moment. Il y a bien des fois que je sors et que j'ai pas envie de sortir, surtout quand ces temps-ci, je dois souvent sortir le soir pour pas qu'il y ait de monde dans mon chemin quand je cours, parce que de plus en plus de monde qui sortent pour aller sur la piste cyclable, ce qui est bien correct, c'est naturel. Je veux pas être comme les gens qui sont pognés dans le trafic puis qui chialent, c'est de monde qui sont dans le trafic, tu fais partie du trafic, c'est juste un désir naturel de vouloir aller dehors puis profiter du bord de l'eau. Donc c'est ça, donc souvent je me ramasse à faire ça à des heures que c'est comme t'as pas envie parce que t'es un peu fatigué, t'as hâte d'aller souper puis de relaxer dans la télé. Fait que je me dis si c'était pas de juste de la pensée de je veux rester en shape parce que je suis un coureur puis parce que je vais avoir des courses puis que je vais vouloir bien faire à ces courses, si c'était pas de ça, non, je sortirais pas puis je choquerais bien des fois. Puis ouais, fait que ouais, dans un monde pas de course, je courrais probablement plus comme 3-4 fois semaine, tu sais, ben relax. Mais on n'est pas dans ce monde-là, une chance. C'est clair que les courses vont revenir parce que sinon les gens vont virer fous. Puis c'est ça, puis ça revenait aussi un commentaire aussi que j'ai reçu. Attends, je vais juste retrouver ce message. Ah oui, c'est ça, c'était Mathieu Pollard Duquette qui me disait. Ben c'est une question qui est posée à moi personnellement, mais en même temps je vais y répondre via le podcast en même temps. Qui me disait c'est quoi les temps que je vise sur demi-marathon, puis est-ce que je vais peut-être viser les Jeux olympiques de 2021 maintenant que c'est le cas. Parce que c'est une question, je pense, que j'ai reçue d'autres personnes. Non, je pense pas, parce que comme je suis pas assez proche en ce moment. Pour le standard olympique, c'est 2:11:30 au marathon pour les hommes. En ce moment, je suis à 2:21:19. Donc, il manque 10 minutes. En gros, 10 minutes sur marathon. Est-ce que ça s'arrache par miracle en une année? Oui, ça peut se faire. Est-ce que je pense que mes chances sont bonnes de faire ça? Non. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est quand même, c'est j'ai l'impression que je suis dans la meilleure shape de ma vie en ce moment. Juste parce que je continue à m'entraîner, là, ça va bien. Il y a aussi on a le retour au printemps, donc les temps vont un peu plus vite qu'en hiver parce qu'on peut se mettre en short. Ça, puis aussi des fois j'ai des bons vents d'eau. Fait que, donc il y a un peu de ça, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai quand même, en ce moment je suis en meilleure shape que j'étais du moins il y a 2-3 mois. Est-ce que je serais en vue de faire un record personnel? Peut-être, au marathon, je sais pas, faut toujours voir. Mais est-ce que ce serait assez pour les Jeux olympiques de 2021? Non, je pense pas. 2024, c'est toujours dans la mire, mais 2021, je crois pas. Je vais toujours faire... Il y a toujours des courses que je vais quand même faire qui aident, qui pourraient me qualifier à ça, que je vais faire peu importe parce que je veux faire des bons temps. Donc, je ferai ces courses-là puis je verrai ce que ça donne. Je mets pas ça dans mes objectifs parce que je veux rester réaliste.
Donc, c'est ça. Je pense pas. J'essaie juste de rester motivé pour ça va être quoi la prochaine course. Puis aussi, je jasais avec Phil Viau-Dupuis, on s'est croisés. Puis ça, c'est par pur accident, c'était dimanche. Puis tu peux corroborer, j'avais pas prévu d'aller courir avec lui, je voulais aller courir avant la pluie. Puis ça a été la première fois que je me suis levé un matin pour courir. Puis c'est ça, je l'ai croisé par hasard, puis là on jasait un peu, puis là on disait c'est quoi les courses qu'on vise, que tu vises, puis je suis comme aucune idée. En ce moment, je veux juste pas y penser, je regarde une semaine à la fois, mais en ce moment, tu peux pas vraiment, on peut pas faire de prédictions. Je pense qu'il y a eu le Ironman Tremblant il y a quelques jours qui a été officiellement cancellé. On le savait déjà dès qu'il y avait eu l'annonce qu'il y aurait pas de gros événements jusqu'au 31 août que ça allait l'être. Mais bon, ça c'était juste la confirmation. Tout est cancellé jusqu'au 31, puis honnêtement, en ce moment, pour ceux qui se demandent, ben là, est-ce que ça veut dire que le 1er septembre, on va avoir des courses? Parce qu'il y a des courses qui sont prévues, puis il y a même beaucoup de courses qui sont prévues. On a notamment, il y aura le marathon de Montréal autour du 20-21 septembre, puis la fin de semaine d'après, tu auras le demi-marathon, le 21K Banque Scotia qui a été déplacé là. Ensuite de ça, 3 semaines après, là, il y aura le marathon de Toronto. Le plan en ce moment, c'était peut-être de faire le 21K Banque Scotia, ensuite le marathon de Toronto. Mais je préfère pas y penser. Ça serait comme un plan un peu optimiste, ça va bien. Mais selon moi, c'est vraiment 50-50 en ce moment, si ça va arriver ou non. J'ai l'impression que ça se peut qu'on n'ait pas de course jusqu'au printemps suivant. Ça va être à voir. C'est sûr qu'il n'y aura pas de retour à la normale, comme on dit. Toutes les courses vont devoir s'adapter. Comme on a discuté avec Alvaro la semaine passée, il va falloir trouver des façons pour éviter la contamination, éviter que tous les gens, l'eau, tout se touche. Est-ce que ça va avoir lieu? On verra bien, mais j'ai plus l'impression que... Je vais pas tout de suite faire le statement, mais je garde dans ma tête que c'est non pour pas avoir de déception. Fait que c'est bien d'être pessimiste dans la vie parce que t'es plus souvent content. T'es plus souvent agréablement surpris. Ouais, mais tu brises la bulle des autres par contre. Tu brises la bulle des autres. Ouais, mais je préfère briser leur bulle, puis là après ça, ça se peut qu'ils créent une nouvelle bulle quand ils voient que une bulle encore plus grande et plus belle. Mais tu sais, François, t'es un peu optimiste quand même parce que tu veux garder ta shape, dans le sens que tu... Tu sais, si une personne... J'y pense pas trop. ouais, c'est ça. Je pense que tu y penses pas, t'es dans le déni, là. Mais c'est pas du déni, c'est que je vois une semaine à la fois. Tu sais, je vais... Puis je pense que c'est la façon de faire. C'est comme quand quelqu'un te demande comment est-ce que je devrais courir mettons un 3 kg, ça je me le faisais demander souvent. Tu sais, faut que tu le brises là, ok, premier kilo, deuxième kilo, troisième kilo. Un 5 kg aussi, moi c'est ça, j'ai premier kilo, deuxième kilo, troisième kilo, quatrième kilo, 5 kg. Si tu penses ça d'une shot, aucune chance parce que pour atteindre les objectifs, oui, si c'est un 5 kg puis tu t'en fous de ton temps, ok, oui, c'est facile. Mais si tu veux faire, mon but c'est de faire, mettons, en bas de 14-20, aucune chance que j'y arrive si je pense juste, ok, il me reste encore 4 kilos à faire. Faut vraiment que j'y pense un à la fois. Là, je fais 1 kilo, là, j'ai vu, j'étais à ça. Mais c'est la même chose pour l'entraînement à la grande échelle. C'est surtout en ce moment. Normalement, là, on peut se dire, ok, là, j'ai telle course qui s'en vient, puis ça, naturellement, ça brise les semaines de même, parce qu'on a une toutes les 2 semaines, 3 semaines. Là, on n'a plus naturellement, donc faut essayer de le briser même mentalement. Je pense que en ce moment, c'est un des moments les plus importants, si on veut, d'avoir un coach. Pour avoir quelqu'un qui gère ça, puis qui est externe, puis que c'est pas toi qui regarde. Je vais devoir faire toute cette merdouille d'entraînement, puis j'aurai aucune récompense jusqu'à peut-être septembre, puis peut-être que non. Fait que je pense vraiment ça aide dans ces temps-là. Puis aussi, c'est le fun, jasais avec Mathieu Pollard-Duquette, justement, qui me racontait, tu sais, il était en train de travailler sur un logiciel pour faire de l'entraînement, puis ça. Puis ça revient un peu à il y a des fois des gens qui se posent sûrement la question comme,
pourquoi est-ce qu'il y a encore des coachs si, tu sais, on sait c'est quoi les training loads que les gens devraient avoir, pourquoi c'est pas tout comme juste, tu te mets dans un logiciel puis ça fait toute la job pour toi. Honnêtement, tu sais, le coach pourrait utiliser le logiciel puis ça fait toute la job pour lui, mais la job du coach, selon moi, c'est d'écouter l'athlète puis de s'adapter à sa réalité, puis ça, t'as aucun logiciel qui pourra jamais faire ça. À moins qu'on ait vraiment des AI ultra développés, mais je sais pas si on va jamais se rendre là. Parce que pour ceux qui savent ça puis qui travaillent sur des AI, c'est comme, tu sais, c'est juste des inputs puis tout, puis t'as des AI smart qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes, mais apprendre par eux-mêmes, c'est comme, même ça, c'est pas vraiment apprendre. Puis je sais pas si on va jamais se rendre à ça, des intelligents, des programmes qui sont capables de comprendre les émotions des athlètes, mais oui, pour le commun des athlètes, tu peux être correct puis faire ça sans coach puis juste suivre un plan d'entraînement puis d'avoir un logiciel que tu mets ça puis si t'es blessé, ça va compter ça puis tout. Mais souvent, je pense que t'as besoin du coach pour comme dealer avec l'irrationnel de l'humain un peu puis t'es fâché puis tu veux faire telle compétition ou t'as besoin de la personne qui va te dire non, fais pas ça, oui, tu peux le faire, ah, t'es-tu blessé, ah, comment tu deals avec ça. J'ai l'impression que c'est vraiment ça la job du coach. Oui, il donne des entraînements et tout ça, mais c'est pas ça. Oui, c'est ça qu'on imagine comme étant la job du coach, d'être comme un mathématicien qui fait des calculs puis tout ça. Mais selon moi, c'est pas ça. Selon moi, être un coach, tu donnes des workouts, mais c'est surtout d'être prêt à t'adapter à la réalité des athlètes, des athlètes, de comprendre c'est quoi que tes athlètes veulent. De les questionner, c'est quoi que tu veux faire, c'est quoi tes objectifs, ok, puis c'est vraiment ça ou est-ce que puis de voir, donc ouais, c'est un peu ça my take sur cet aspect-là, donc j'ai rien contre un logiciel, je pense que c'est super un logiciel de rendre ça pour rendre ça facile d'accès aux gens, puis si ça peut aider les entraîneurs à construire leur plan sans avoir à se casser la tête juste en rentrant quelques années, super, mais c'est ça, je pense qu'on aura toujours besoin de coach dans le monde. Mais tu sais, c'est que ça dépend, tu sais, j'imagine, tu sais, des coachs pis tout, mais en tout cas, de mon côté, notre coach, il nous aide aussi pour les mouvements pis tout, tu sais, s'il voit qu'on a une mauvaise technique, il va nous recadrer tout de suite, tu sais, avec un plan informatisé, on sait pas, peut-être qu'on fait n'importe quoi puis on s'en rend pas compte, là. Ouais, ça c'est vrai aussi, c'est la technique, tu sais, ça c'est, je pense, c'est plus propre au triathlon, parce qu'en course, t'as des coachs qui sont bien gros sur la technique pis tout ça. Moi, je dirais que je suis plus du côté de mon coach parce que lui, il s'en fout un peu. Oui, tu peux avoir des techniques plus efficaces, mais tu vas juste les avoir. Tu vas les apprendre naturellement si tu te mets à la course puis tu t'entraînes sérieusement. Mais en triathlon, puis ouais, c'est vrai que dans presque tous les autres sports, en fait, oui, c'est là que le coach entre plus en compte. Donc, en fait, je pense que ça s'applique plus à la course, ce que je disais, comme comment certaines personnes pourraient voir un coach comme étant inutile, mais je pense que ça a quand même son utilité toujours pour ce rôle-là de support émotionnel puis de compréhension des objectifs, puis de savoir par expérience, ah, j'ai telle douleur à tel endroit. Oui, c'est une job de physio et tout ça, mais souvent quand tu as de l'expérience en tant que coach, tu peux voir, ah ouais, j'ai déjà eu cet athlète-là qui m'avait dit ça, puis là, ça avait bien fait quand il avait fait ça ou ça s'était mal viré. Mais oui, c'est ça en triathlon que ton coach lui qui va te dire comment lève la tête ou je sais pas, ou en fait baisse la tête ou ouais. Ben oui, mais tu sais même mettons pour la planification de course là, tu sais mettons tu veux savoir qu'est-ce qui est mieux, est-ce que tu sais ben j'imagine j'essaie de me transposer pour la course à pied, mettons que c'était juste ça que je faisais, ben j'aimerais ça avoir des conseils de mon coach pour savoir OK, moi mon problème avec ma technique, est-ce que il y a des choses qui seraient plus ajustées, tu sais, est-ce que tu as des recommandations, tu sais, pour les souliers, mettons, là, je pense que tu avais déjà parlé que tu croyais pas à ça, là, les souliers avec la pronation ou pas, puis tout, là. Mais tu sais, il y a quand même du marketing, ouais. Mais il y a quand même des points, tu sais, que j'aimerais avoir une personne de référence pour poser mes questions, tu sais, pour une course que j'ai jamais fait dans un circuit que j'ai jamais fait, est-ce que mon coach a des recommandations pour moi, tu sais. Mais savoir quelle course je devrais faire, tu sais. Ouais. À la base, quand tu commences, tu sais pas, tu sais rien. C'est un guide un peu. Puis ce qu'il dit, mon coach, il dit, idéalement, il voudrait que plus on progresse, moins on ait besoin de lui. Puis je pense que c'est le cas qui arrive de plus en plus. Je reste avec lui par fidélité, mais parce que je sais que j'ai quand même besoin de lui pour un peu me limiter, pour faire de conneries.
mais au final, ce qu'il veut, c'est au début, on aura plus de questions naturellement, puis plus on progresse, plus on commence à tout apprendre, tout ça, mais ça, surtout au début, c'est ultra important, je pense. Fait que souvent, on a l'impression comme avoir un coach, c'est seulement pour les pros, c'est seulement pour ceux qui avancent. Au contraire, j'ai l'impression avoir un coach, c'est ultra important quand tu débutes pour pas faire des gaffes de débutant. Puis d'écouter le podcast, ça peut aider pour pas faire des gaffes de débutant non plus. T'avais-tu autre chose que tu voulais dire? Ouais. Mais... Ouais. On parle beaucoup des coachs, mais je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qu'on peut aller consulter, comme des kinésiologues qui peuvent faire des plans aussi ajustés. Ouais, mais moi je te dirais, je ferais 100 fois plus confiance à mon coach qu'un kinésiologue, parce que mon coach, il fait de la course, tu sais. C'est ça qu'il fait. Mettons par exemple, physiothérapeute, le seul que je suis allé voir, que je fais 100% confiance, je suis déjà allé une fois ou deux au physio de McGill parce que c'était comme inclus puis tout ça, mais le seul physio que je fais vraiment confiance, c'est Steven McElgott, qui est le physio de mon club, puis parce que lui c'est un coureur. Puis je sais que lui est comme un no bullshit guy, que il va te le dire, faut que tu arrêtes de courir, il va te dire les vraies affaires, mais parce que lui il a l'expérience de course, il fait lui-même. Autour de mon niveau, fait que lui je fais confiance. Si c'est un kinésiologue qui faisait la course, ouais, je donnerais un peu confiance. Si c'est pas un kinésiologue qui fait la course, moi je te dirais j'ai zéro confiance en fait. Parce qu'un kinésiologue c'est comme, c'est la science d'entraînement, c'est ça qu'il apprend à l'école. Ouais, mais c'est pas une science précise, c'est une science totalement imprécise. C'est beaucoup de théorie. C'est basé sur des articles scientifiques, François. Oui. C'est basé sur la science. Oui, c'est basé sur beaucoup de théorie, mais en application, tu regardes les top coureurs au monde. Okay? Puis moi, je suis un fervent croyant en la science. J'y crois pas. La science c'est la vérité, tout ça. Mais c'est facile de brander quelque chose comme étant la science puis étant la vérité absolue. Puis il y a des sciences, selon moi, qui sont beaucoup plus près de la vérité absolue, puis d'autres qui sont plus des approximations, puis qui restent trop dans le théorique, mais qui testent jamais leur théorie. Ou que quand ils testent leur théorie, ça marche pas. Puis pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on n'a pas une étude qui montre que les souliers qui sont censés, en théorie, selon les kinésiologues puis tout ça, ou peut-être ça c'est plus ceux qui marketent les souliers, aider à ceux qui ont des problèmes de pronation, de supination, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une étude qui montre qu'en pratique, tu as eu 10 sujets qui avaient ça, puis 10 sujets qui avaient l'autre, puis que ceux qui avaient les souliers anti-pronation sont allés mieux? Pourquoi on n'en a pas? Parce que c'est pas le cas. Mais François, tu sais, je fais un peu l'avocat du diable, mais dans le sens, c'est quand tu l'as vérifié ça dans la littérature, tu as fait une recension pour voir, il n'y en a pas d'études qui a eu des résultats concluants là-dessus. Parce qu'il n'y en a pas. S'il y en avait une, on entendrait parler, puis les souliers de cette compagnie-là, ils n'arrêteraient pas de le promouvoir, puis de dire nos souliers sont meilleurs. Il n'y a aucune compagnie qui est capable de faire ce claim-là parce qu'ils l'ont pas. Je suis sûr qu'ils ont fait des études pour essayer d'avoir ce claim-là. Nike, eux, ils ont été les premiers à avoir une étude qui montrait notre soulier augmente le running economy, te rend plus rapide en théorie. Puis après ça, il y a une étude pratique de ça qu'on a vu selon les temps Strava, ceux qui avaient ce soulier-là allaient plus vite. Fait que ça, c'était la fois que ça a prouvé, puis crime, leurs ventes ont augmenté comme c'est fou, là, c'est le soulier de course le plus vendu à des prix abominables, mais ils sont capables de vendre à des prix abominables parce qu'ils ont une étude qui les back. Je peux pas croire que t'as une compagnie qui aurait une étude qui prouverait ça, qui serait pas en train de la montrer d'en face. Nike, c'est sur ça qu'ils ont misé aussi récemment, qu'ils avaient un nouveau soulier, que eux, ça là c'est super bon pour le recovery. Ils ont sorti aucune étude qui montrait que c'est meilleur. Parce que s'ils n'avaient une, ils la montraient, ils n'ont pas, ils la montrent pas. Ils n'ont pas. Je suis sûr qu'ils en payent pour des études, mais ce qui arrive, c'est que quand ils payent pour une étude, ils ont le droit de dire si cette étude-là trouve rien de conclusif, on peut juste dire tu la publies pas. Mais c'est ça, mais s'ils payent pour, et puis il y a tellement d'enjeux de conflit d'intérêt que les résultats, c'est à prendre avec un grain de sel. Mais... C'est à prendre avec un grain de sel, mais quand même, ça serait une étude. En ce moment, il n'y en a juste pas. Ou s'il y en a, ils n'ont rien trouvé, fait qu'ils l'ont juste pas publié. Fait que, on a dévié quand même du sujet de la kinésiologie qui est sérieux. Là, on parle de souliers, puis en kinésiologie, c'est pas du tout le domaine. Là. C'est plus la podiatrie. Ouais, mais si on revient à la kinésiologie, okay, regarde,
oui, regarde, oui, tu regardes les forces physiques, puis tout ça, de comment le bras se plie, tout ça, combien de force va aller là. Tu as beaucoup d'études qui disent à cause de ça, les souliers minimalistes seront meilleurs parce que tu auras moins d'impact dans le genou, mais pis ci, pis ça, pis ci, pis ça. Puis au final, quand tu testes avec une étude, rien. Mais la kinésiologie, j'ai juste rappelé que c'est, dans le fond, l'étude de la performance sportive. En fait, il y a plusieurs domaines à la kinésiologie, mais celui qui nous intéresse plus, c'est plus l'amélioration, tu sais. Fait qu'un kinésiologue, c'est une personne qui connaît vraiment, tu sais, tout ce qui est bénéfique pour l'amélioration de la performance. Puis quand je parle de ça, c'est les programmes d'entraînement. C'est des experts pour faire des programmes d'entraînement. Ben moi, je te dirais peut-être en musculation, en général, ils vont peut-être pouvoir t'aider là. En course, moi, je ferais jamais confiance à un kinésiologue pour me faire un programme d'entraînement de course. À moins que ce kinésiologue-là le connaisse, puis que je sais que c'est un coureur lui-même, puis qu'il y a de l'expérience lui-même. Parce que souvent, ils sont tellement basés dans la théorie, puis là, ils vont dire il va falloir que tu cours avec cette technique-là précise. Mais il n'y a pas d'études qui montrent que de forcer les gens à courir avec cette technique-là précise va les faire améliorer. En fait, il y a des études qui montrent le contraire, que si tu les forces à courir de cette façon-là, ils vont courir moins efficacement. Puis là, ils vont dire non, mais c'est parce qu'au long terme, si tu t'écartes à ça, non, il n'y a pas d'études qui montrent ça. Fait que souvent, j'ai l'impression que c'est très. Ils vont être stickés dans leur affaire de la science dit que selon les forces, ça doit être de même, mais il y a tellement de variables que tu peux pas tout comprendre. Ça, je suis Puis d'accord. chaque corps est tellement unique que tu peux pas tout comprendre ça. Mais le kinésiologue, c'est ça justement la beauté, c'est que c'est pas une personne qui se fie juste à des données, il va s'ajuster à la personne qui est devant elle, tu sais, ou devant lui, là, si c'est un homme ou une femme, le kinésiologue. Mais dans tous les cas, le kinésiologue, c'est un expert, tu sais, de l'entraînement, dans le fond. Fait que ce soit, tu sais, il spécialise, là, quand tu... De musculation, je te dirais oui. En course, Tu peux te spécialiser, François. Mais mettons que tu deviens un kinésiologue, puis que tu fais tes certifications de coach de course, puis tu as ton expérience en course, oui, je te ferais peut-être confiance. Mais si tu me dis que tu es un kinésiologue, mais que tu n'as aucune expérience dans le field de la course, jamais je te ferai confiance. Puis même chose, je pense que ce serait la même chose pour quelqu'un qui ferait du basket. Si tu me dis que tu arrives là avec ton habit de scientifique, puis tout ça, je vais te dire comment faire ça, comment tu serais censé faire ton... Non, tu vas demander au coach. Puis oui, tu as plein de pratiques stupides que les coachs continuent de promouvoir. Des coachs comme qui suivent pas quand même les nouveaux développements de la science, comme que l'étirement, on sait que ça sert à absolument rien. OK? Fait que, ça oui, ça là-dessus. Mais encore là, je suis sûr qu'il y a certains kinésiologues qui vont dire de t'étirer un coureur alors que... Parce que eux ils se disent, en général, dans les sports, ça aide, mais dans la course, ça fait François, aucun. parce que un kinésiologue, dans le fond, là, c'est comme une formation de coach. Tu apprends plein de choses. Tu sais, quand tu veux faire une formation de coach, j'imagine que tu apprends plein de trucs là, au plan des objectifs, la psychologie du sport que tu veux coacher, mais aussi tous les entraînements précis, là, des exemples types d'entraînement que tu peux donner à tes athlètes. Tu sais, le type de repos qu'il faut donner, le type de séries qu'on peut leur recommander. Fait que tout ça, là, c'est des données que tu apprends dans une formation de coach. Mais une formation de coach, ça dure pas 3 ans, c'est pas un baccalauréat. Tandis que kinésiologie, c'est tout ça que tu vois, plus toutes les structures musculaires. Fait que tu vois toutes les structures musculaires, puis aussi squelettiques. Les os, les tendons, les ligaments, on voit tout ça. Mais je le sais, moi-même, j'ai fait éducation physique, on avait plein de cours sur la kinésiologie. Donc, j'ai pas vu tous les cours qu'ils ont. Par exemple, nous, on avait un cours, c'était anatomie et physiologie, tandis qu'eux avaient un cours d'anatomie, un cours de physiologie. Fait qu'eux, ils voyaient beaucoup plus en précision, puis ils devaient se souvenir de toutes les os, puis tous les muscles, puis tout ça. Mais oui, tu peux avoir une compréhension théorique de tout tel muscle, il va t'aider à telle affaire, puis ci, puis ça. Mais là, après ça, t'arrives du monde qui vont te dire « Ah, ben là, t'as un débalancement de ça, à cause de ça, à cause de ça. » Non, tu sais pas ça. Ça, c'est juste un petit guess que tu fais de même, mais tu le sais pas. Puis, tandis que quelqu'un qui a de l'expérience dans la course, qui a vu des athlètes qui ont déjà eu cette affaire-là, ben selon moi, il pourra faire un meilleur guess sur c'est quoi. Mais pourquoi je vais douter du kinésiologue qui n'a aucun entraînement, qui n'a pas de certification en course ou qui n'a pas fait de course lui-même. Pourquoi je vais en douter? Parce que il y a tellement de variables de l'humain. Il y a tellement de variables que tu pourrais
sais, tu pourrais dire, là, tel muscle fait ci, ça, ci, ça. Ouais, mais moi, je suis fait de même. Moi, je suis anormal. Toi aussi, t'es anormal. Toi aussi, t'es anormal. Tout le monde est anormal. Fait que tu peux avoir toutes ces belles théories-là. Hey, ça se peut qu'à l'intérieur, lui, il y a tel muscle qui soit fait de même, puis que c'est à cause de tel autre muscle, telle autre affaire. Tu peux pas le comprendre. C'est la beauté, justement, d'avoir une formation à ce point-là poussée. Ils sont pas capables de le voir. François, ils vont pas être capables. Un raisonnement un peu plus... Je veux dire, si la personne, là, le kinésiologue la rencontrait pas, puis on faisait juste décrire ses symptômes, peut-être que ce serait rapide comme ça, là, un diagnostic express, mettons. Mais c'est pas le cas. Quand n'importe quel professionnel de la santé qui rencontre quelqu'un va prendre le temps de regarder, il va avoir des hypothèses en tête, puis il va les contre-vérifier par plusieurs méthodes, t'sais. Oui, mais c'est toujours un guessing game. Un docteur, c'est ce qu'il fait. Un docteur, c'est du guessing game. Il va checker tes symptômes, il va dire « Ok, j'ai l'impression, selon les symptômes que tu me dis, je regarde ça, puis c'est pas un guess au hasard, c'est un guess éclairé. Il va pas essayer de te donner n'importe quoi, mais c'est toujours un guess. Puis là, il va dire je suis pas mal sûr que c'est ça, donc je vais te donner tel médicament. Puis il te le donne, c'était pas ça. Ok, alors fait que c'était pas ça finalement. Fait il donne, peut-être le deuxième coup c'est ça. Mais c'est toujours nos meilleures sciences, c'est toujours du guessing game sur l'humain, les sciences sur l'humain. Je parle pas de physique, mais de sciences précises, mais toutes les sciences de la santé, puis du sport, du corps, du mouvement. Puis oui, tu peux créer un modèle dans lequel tu as un humain, puis que les forces, tu peux voir toutes les forces en Newton, tac, ça fait ça. Fait que là, sur mon modèle, telle force pousserait là, puis sur tel muscle. Mais même si tu fais un modèle parfait, que tu as toutes les forces, puis ça, tel humain est unique. Fait que tel humain, même si la personne n'est pas capable de faire un assessment de toi, t'es un humain qui est de telle forme, donc ça va être tel muscle qui va faire ça. C'est impossible. Un humain n'est pas capable de faire ce guess-là parfait. Il peut faire un guess éduqué de « je pense que c'est cette affaire-là qui va faire ça ». Oui, il peut. Mais selon moi, son guess éduqué, par rapport à la course, précisément à la course, va être moins bon que le guess de mon coach qui, lui, il voit plein de blessures de course. Il en a vu plein de blessures de course, ou de mon physio qui fait de la course lui-même, qui les a eues lui-même, ces blessures-là. Lui, il va être mieux placé que la personne que lui, il fait un guess basé sur « Ok, tel muscle tire sur telle affaire, puis sur telle affaire ». Selon moi, le guess de la personne du milieu de la course a plus de chances d'être bon. Je dis pas qu'il va être bon à 100%, non, pas en tout, mais je dis que j'ai plus confiance en son guess que le guess du kinésiologue, que lui, il va plus regarder sur telle force qui tire ici, là. Le kinésiologue, il peut pas faire de manipulation, il va recommander des exercices pour ajuster des postures, tout ça. Le physiothérapeute peut faire des manipulations puis des traitements plus précis. Fait que c'est sûr qu'on parle pas de la même chose quand on parle d'une blessure. Le kinésiologue, lui, sa force, c'est vraiment de faire des plans d'entraînement, ou en musculation, en course, en peu importe là, dans quoi il va spécialiser. Il est bon pour faire des plans d'entraînement. Ouais. Fait que pour un coach, s'il y a une formation en course ou whatever qui s'est spécialisé en course, moi je pense, je me fierais vraiment plus à un coach qui a un background en kinésiologie, puis qui a fait beaucoup de formations, en tout cas si c'est pas un bac en kiné, là, mais qui a une formation, qui a une personne qui fait une formation, mettons, d'une fin de semaine, puis qui se déclare coach de course après. Mais oui, évidemment, je vais pas truster n'importe quel gars qui va faire, homme ou femme, qui va juste faire une formation là, puis qui va dire je suis coach. Évidemment que ça prend beaucoup plus de temps et de certification pour devenir un kinésiologue, ça je suis tout à fait d'accord. Mais même si on dit, là on dit pas blessure, même si on dit côté entraînement, un kinésiologue va passer 3 ans à étudier pour tous les sports. Okay. Il y a des spécialisations, il y a des choix de cours aussi, puis tout. Oui, mais en général, dans ton programme de 3 ans, oui, tu vas avoir quelques spécialisations par-ci par-là, mais overall, tu vas pas te spécialiser dans un. En général, tu regardes un peu de tout pour être bon dans un peu de tout, ce qui est correct. Mais moi, je dis, je ferai bien plus confiance à mon coach, mon physio qui a des années d'expérience en course, puis que je sais qu'il est pas juste old school de moi je fais ça parce que mon ancien coach faisait ça, qui est une personne curieuse à la base, puis là ça va chercher un peu ton argumentaire de basé sur la science. Oui, il va regarder c'est quoi les nouvelles scientifiques juste pour la course, vraiment, il se fait suivre vraiment à la course,
Lui, mais il reste toujours allumé, il suit toujours. C'est pour ça que je fais confiance à mon coach, puis que je ferais plus confiance à mon coach, mon physio, que n'importe quelle autre personne pour me donner un plan d'entraînement de course. Parce que ils ont toute cette expérience. Puis je sais que expérience, ça peut être très anecdotique. Puis moi-même, je suis contre les données anecdotiques utilisées en sciences. Mais je crois que ça a une grande valeur quand même d'avoir toute cette expérience en course. Puis si tu es capable de prendre les nouvelles de la science, de voir, de rester au courant par rapport à la course, si tu as ça, je te ferai plus confiance que quelqu'un qui n'a pas la spécialisation dans la course parce que chaque sport est unique. Ça, je suis d'accord. Il faut que la personne ait une spécialité. Il faut qu'elle sache de quoi qu'elle parle. Mais une personne, tu sais, que souvent, tu sais, les gens qui font une spécialité, là, c'est souvent parce qu'ils ont soit été athlètes ou ils ont une grosse attirance pour ce sport-là, tu sais. Fait qu'ils vont être curieux, ils vont vouloir en faire, puis c'est sûr que l'expérience, ça y va avec le temps, là, tu sais. Si tu commences puis que tu fais ta première année de coach ou de kinésiologue, ben c'est sûr que tu n'as pas l'expérience d'une personne que ça fait 20 ans qu'il le fait. Mais moi, j'ai l'impression que si tu choisis un kinésiologue qui a une expertise en course, tu pourrais avoir un excellent service, vraiment. Ça peut être un coach exceptionnel. J'ai vraiment un petit parti pris pour les gens qui ont une formation en kinésiologie puis qui se sont spécialisés dans un sport. Je pense vraiment que ça permet de combiner les deux. Tu sais, autant, comme tu dis, l'expérience en course, si c'est quelqu'un qui en a déjà fait puis qui est spécialisé là-dedans, puis en plus la science. Parce que tout ce background-là, la capacité d'aller chercher convenablement des études dans la littérature, de savoir quoi faire avec des résultats, puis tout, comment analyser ça, ben il va être capable de le faire, tu sais. Mais peut-être, mais là, là, on parle d'un scénario de quelqu'un qui a quand même une spécialisation en course. Moi, je parlais vraiment coach versus juste un kinésiologue que tu me dis, mais qui n'a pas de spécialisation en course. Mais même là, même si tu me dis, si tu as le choix entre celui qui est kinésiologue, puis qui a une spécialisation en course, ou la personne qui a fait la course, puis qui n'a fait toute sa vie, puis qui est passionné par ça, puis qui suit la science, mais qui n'a pas le background en kinésiologie, mais qui a plein de formations d'entraîneur, puis qui est vraiment à jour, je vais quand même plus aller de ce côté-là, parce que le sport est une science inexacte. Tous les sports sont des sciences très inexactes. Puis dans ce cas-là, je vais aller plus... je vais me fier un petit peu plus à l'expérience que la science. Il y a bien sûr des faits, comme en science, on va découvrir des choses, puis là on pourra mettre définitivement une croix sur faire des étirements avant une course, par exemple. Ça, je mets une croix là-dessus. Mais tu es capable de faire ça quand tu te fais des expériences, puis tu as découvert, vraiment ça, cette chose-là, en pratique, on l'a mis en pratique, puis on a trouvé que c'était pas bon. Fait que, on met une croix là-dessus. Mais t'as plein d'affaires que c'est pas clair, puis tout ça, puis là-dessus, je vais vraiment faire confiance à l'expérience. Je sais pas. Moi, une expérience personnelle, tu sais, mettons que je fais de la course depuis que j'ai 5 ans, puis que maintenant j'entraîne du monde, puis je me base sur mon expérience. Pas ton expérience, que tu as entraîné des gens aussi. Ok. Déjà, c'est un peu mieux, mais Puis t'as vu, telle personne que j'ai eue, là, elle avait ça, puis là, finalement, j'ai fait faire ça, puis finalement, là, ça l'a aidé, puis ça, puis ça, puis ça. Tout en te basant tout le temps sur la science, mais selon moi, d'être kinésiologue, oui, ça donne un super bon background pour bien connaître comment le corps fonctionne, comment les muscles fonctionnent les uns par rapport aux autres. Mais à moins que tu te spécialises dans le sport, ça fait pas de toi une autorité dans tel sport. Mais non, c'est sûr qu'il faut que tu aies une spécialité. Sinon, tu es comme un généraliste, comme un médecin de famille, dans le fond. T'sais, si tu veux te spécialiser pour traiter le cancer, ben, reste pas médecin de famille, spécialise-toi, justement. T'sais. C'est le même principe pour les kinésiologues. Mais si tu en trouves un qui est spécialisé, je pense que ce qu'il dit, c'est comme un expert dans le domaine, dans le sens qu'il y a une formation scientifique, puis en plus, il est spécialisé dans la course. T'sais. Fait que je pense que ça fait une personne de référence pour laquelle on peut vraiment croire ce qu'elle dit. C'est sûr qu'il faut... Des fois, il faut pas prendre pour du cash tout ce que le monde nous dit, parce que des fois, il peut y avoir des erreurs dans ce que n'importe qui peut dire, mais c'est toujours bon d'avoir un jugement critique, sauf que, pour vrai, moi, je ferais beaucoup confiance à quelqu'un qui a un background comme ça, tu sais. Je ferais sûrement confiance à quelqu'un qui a un background en kinésiologie, puis qui a un très bon background de cours, mais comme je dis, moi, ce qui est important, c'est que la personne à qui je veux faire confiance pour ça ait un bon background en course, justement.
Donc, mais c'est ça, je pense que ça dépend de chacun, puis de... Tu sais, c'est ça, je pense que l'important, c'est d'avoir confiance en la personne avec qui on choisit d'aller, là, finalement. T'sais, toi, tu sais que c'est ça, fait que dans le fond, tu chercheras pas un coach qui est kinésiologue, puis c'est bien correct, tu sais. Non, mais c'est de laisser... je dis pas que je vais pas en chercher un parce qu'il est kinésiologue, je dis juste ce que je vais prioriser. Mais de toute façon, j'ai déjà mon coach, puis je pense que c'est important, comme tu dis, la relation de confiance. On regarde, il y a des études qui ont été faites là-dessus, justement, de... c'était quoi qui faisait plus que les personnes allaient guérir, c'était s'il y avait une relation, quand il y avait une maladie, c'était s'il y avait une relation de confiance avec leur médecin, parce que là, il allait adhérer aux pilules qu'il lui disait de prendre, s'il y avait un bon lien avec. S'il y avait un moins bon lien avec, il prenait moins leur pilule. Puis tu sais, il regardait d'autres variables, mais c'était vraiment la relation entre... Fait que, selon moi, c'est super important d'avoir un bon lien de confiance avec la personne qui va te coacher, peu importe c'est quoi son background. Parce que de même, tu risques plus d'adhérer au programme qu'elle te donne. Mais je pense que c'est... En tout cas, moi je veux quelqu'un qui va être vraiment basé sur la science. Mais bref, c'est surtout quand tu as dit tu devrais pas demander à un kinésiologue ou quoi, que là j'ai fait comme non, parce qu'il y a bien des kinésiologues qui sont pas spécialisés dans la course, qui vont avoir aucune idée de quoi qu'ils parlent quand ils vont de donner un programme de course. Ils sont juste, ils ont une petite idée de c'est quoi, mais ça prend une immersion dans le niveau. Moi, je vais jamais essayer de coacher comme je coach je peux coacher au niveau récréatif, des jeunes au soccer, des affaires de même, c'est pas de problème, mais j'essaierai jamais, moi, vu que j'ai un background en psychologie du sport, de devenir coach d'une équipe de mettons, universitaire de football ou de soccer ou quoi. Genre, jamais j'essaierais de faire ça. Parce que j'ai aucune idée c'est quoi à ce niveau-là que ça prend comme entraînement, tout ça. Le seul que je serais prêt à m'attaquer, ce serait en course, mais aucun autre. T'sais. Fait que c'est ça. Mais c'est quand même drôle parce que moi, tu me connais, puis les gens me connaissent, je suis ultra pro-science puis anti-bullshit. Mais c'est juste que je reconnais les faiblesses de la science dans le niveau de prédiction du sport, de blessures, puis de ci, puis de ça. Je reconnais que toutes les théories qui sont bien belles, on a des belles théories, que tout tel muscle va affecter ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais je sais aussi que c'est tellement... Il y a tellement de facteurs que en ce moment, c'est impossible de tout savoir. Puis je pense pas qu'un jour, on va atteindre ça parce que tous les humains sont tellement différents. T'sais, si on était tous les humains faits sur le même modèle, là, oui, peut-être qu'on pourrait, avec des espèces de gros ordinateurs qui calculent tous les muscles et tout ça, peut-être qu'on pourrait diagnoser toutes les blessures. Mais vu qu'on est tellement différents, la science sera jamais assez précise pour savoir telle blessure est causée par telle affaire ou tel entraînement va éliciter une meilleure réponse morphologique de ci, de ça. C'est tu fais du bon vieux entraînement, tu fais de la course, tu fais des intervalles, puis on regarde quand on fait des études, qu'on fait juste donner des bons intervalles versus eux on va pas en donner, on voit que ceux qui ont des intervalles, ils vont mieux. Ça, cette science-là, j'écoute ça. Cette science-là, j'écoute ça. Puis les coachs, mon coach, c'est ça qui suit, tu sais. Mais je pense pas que c'est le cas de tous les coachs, par contre, François. Je pense que t'es chanceux avec ton coach, mais... Non, pas mal tous les coachs font des programmes d'intervalle, mais il y en a peut-être des mauvais coachs. Oui, non, mais je parle de regarder ce qui est fait dans la de regarder la littérature. Oui, c'est pas tous les coachs qui vont faire ça. Parce que, tu sais, il y a des grosses découvertes, là, tu sais, là, ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis quand même longtemps, là, mais tu sais, il y a des grosses découvertes qui sont faites, puis si tu te tiens pas au courant ou que t'as pas de formation continue, ben... tu vas passer à côté, là. Puis tu vas continuer à prescrire, par exemple, des étirements à tes athlètes avant des compétitions, avant des entraînements. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, j'éviterais un coach, si on veut, old school qui se tiendrait pas à jour des nouvelles. Puis c'est un peu un trigger, là, si tu demandes hey, qu'est-ce que tu penses de ça. Puis ça veut pas dire nécessairement s'il te prescrit de faire des étirements après ton workout que nécessairement c'est un mauvais coach. C'est peut-être juste une petite affaire old school qu'il y a de lui puis que le reste ça fait de l'allure. Mais c'est ça, c'est... Tu sais, dans certains cas, ça peut être bon les étirements, mais avant un entraînement,
J'avais fait des petites recherches, puis ce qui arrive, c'est que, tu sais, un étirement, ça... Ouais, tu les brises, les fibres musculaires, puis après ça, Non, c'est que t'as comme, tu sais, dans tes tendons, là, de tes muscles, dans le fond, t'as comme des sensors, genre, des espèces de capteurs qui fait que ton cerveau sait, mettons, que quand il est étiré à ce degré-là, ton muscle, mais faut arrêter d'étirer parce que sinon, il va briser ou t'as des risques de blessure. Mais si tu fais des étirements, ben c'est comme si tes tu muscles... dépasses cette limite-là. Ben tu t'endors un petit peu ces capteurs-là, ces senseurs-là, tu sais, de ton corps qui dit là où il faut t'arrêter d'étirer parce que là, c'est un risque de blessure. Fait que c'est comme si t'endors ces sensors-là. Fait que quand tu vas courir, ben tu vas peut-être faire des mouvements de trop grande amplitude qui vont te mettre à risque de te blesser finalement. Mais tu vois, c'est cette théorie-là que moi, je vais pas... C'est ça que j'ai peur que le kinésiologue, il me dise. Ils me disent ça, puis qu'ils rely sur ça. Au lieu que j'ai mon coach qui va me dire, regarde, ils ont fait des études, il y avait un groupe de personnes qui faisaient des étirements avant, puis il y en avait un qui en faisait pas. Puis après ça, ils ont regardé, puis après 10 mois, mais le groupe qui faisait des étirements avant, il était plus blessé, puis il performait moins bien. Puis l'autre groupe, il performait mieux. Mais c'est ça. Oui, ça, je vais suivre ça. Mais est-ce qu'on sait que c'est à cause de tel sensor, puis de telle affaire? Mais on le sait pas. Ça, c'est de la théorie. Il faut puis comprendre. selon moi, c'est totalement c'est des gros guess en ce moment. T'sais, on peut pas juste se fier sur ça, parce que mettons qu'ils ont fait l'étude, puis ils ont fait un entraînement précis. C'est quoi finalement? Il faut que tu comprennes un peu qu'est-ce qui va amener les blessures. Parce que Oui, tu peux essayer d'imaginer un peu une logique, mais tu peux pas vraiment tu peux pas t'y fier à 100% parce que peut-être que c'est des sensors, ou peut-être c'est juste que tu brises tes fibres musculaires puis qui sont toutes petites, ou peut-être que c'est ici, peut-être. Puis c'est quand tu te mets à prendre ça pour du cash que c'est parce que telle affaire a tiré sur telle affaire, qui a tiré sur telle affaire. Quand tu prends ça pour du cash, c'est là que tu deviens, je trouve, un peu un religieux de la science. Que là, tu fais juste, tu dis, la science a dit ça, donc c'est ça, puis que tu vas trop te fier à ça, et non à principe de base, ok, faire des étirements, ok, non, c'est pas bon, puis tu risques d'augmenter des trucs de blessure. Pour le savoir, François, il faut que tu fasses des tests, il faut que tu vérifies. Et ça, je suis tout à fait pour ces tests-là, puis ça, c'est de la science, c'est la science, l'aspect de la science que moi, je veux vraiment que tu prennes, puis que, ok, mettons, de faire des bains de glace, ben là, telle étude, puis là, c'est pas trop certain. On pense qu'en théorie, le bain de glace, c'est pas bon parce que ça va faire que oui, tu vas être prêt pour le lendemain, mais que tu vas calmer, tu vas endormir un petit peu tes stress response de ton corps, des molécules qui font comme d'inflammation, puis que l'inflammation, en fait, en théorie, ben, c'est bon parce que l'inflammation, ça t'aide à récupérer. Moi, quand j'explique ça aux gens, c'est le fun, puis ils sont tous comme, ils boivent ça comme du cash quand je leur dis les bains de glace c'est pas bon parce que ça va faire réduire ton inflammation, mais ton inflammation en fait c'est bon. Mais oui, j'explique ça, mais est-ce que j'y crois à 100%? Non, c'est le fun comme explication, mais ça fait juste résumer ce qu'on pense de la science peut-être en ce moment, mais c'est une théorie, puis ça je vais pas le vendre comme du cash non plus. Ça, c'est ce qu'on pense peut-être en ce moment. Il y a d'autres personnes qui swear par les mains de glace. En ce moment, on n'a pas de réponse précise. Fait que si quelqu'un me demande la question, je vais dire comme ouais, j'ai vu ça, mais je ne vais pas te vendre ça comme du cash. Ce que je vais te vendre comme du cash, c'est des trucs on a fait juste des tests, on a fait ça, puis on a vu étude après étude que ça donnait ça. Mm-hmm. Fait que c'est ça que je vais me fier, mais quand tu vas faire, ben là, tu sais, je le vois, le kinésiologue qui va me dire ben là t'as mal ici parce que t'as tel muscle que t'as pas assez exercé, puis là il tire sur tel muscle, puis là il tire sur tel muscle, puis moi je suis comme, ça c'est un guess peut-être, puis les chances que t'as raison, très faible, parce que peut-être que mon symptôme en fait, peut-être que je le dis mal, peut-être qu'en fait j'ai mal un petit peu plus à tel endroit qui est un autre muscle complètement différent, peut-être qu'en fait j'ai mal à ce muscle-là, mais c'est pas à cause de ça, c'est à cause d'une autre affaire que j'ai pas pris en compte. Fait que c'est trop. Il y a trop de variables. Fait que tu peux pas. Ces mécanismes-là sont le fun à dire, mais c'est pas à eux que je dois me fier. Je dois juste me fier à. On a fait une étude, on a vu que de faire ça à répétition, on a vu que ça marchait pas, voilà. Mais François, tu peux faire un test puis avoir des conclusions. Sauf que tu peux pas arrêter là dans ton processus scientifique. Il faut que tu comprennes mais pourquoi ces résultats sont arrivés. Oui, mais ces théories-là, en ce moment, sont pas prouvées par rien. Sont juste. Ben là, selon la théorie qu'on a déjà, tel muscle tire sur cela, donc tire sur là, donc ça donne ça. Mais le corps est tellement complexe, moi je dis, c'est des guesses.
on essaie de trouver, c'est correct d'essayer de trouver un guess à pourquoi est-ce qu'on trouve dans nos études que de faire des étirements avant, c'est pas bon. C'est correct d'avoir des guess, mais vends-moi pas ça comme du cash, comme c'est la certitude. Non, c'est ça. Il y a une différence entre des hypothèses puis des éléments qui ont été testés puis prouvés par la science. Est-ce que cette chose-là que tu m'as expliqué, est-ce que c'est prouvé par la science? Oui, parce qu'il y a eu des expérimentations. C'est quoi que ces expérimentations-là? T'sais, dans le fond, au départ, là, il y a des expérimentations, comme tu as dit, que tu as deux groupes. Tu as un groupe qui n'a pas, mettons, les étirements avant, puis tu as un groupe qui l'a avant. Oui. Il y a plus de blessures. Là, une fois qu'il y a plus de blessures, on va regarder plus loin dans nos questionnements, on va se demander, OK, mais pourquoi ce groupe-là a plus de blessures? Parce qu'il s'est étiré. C'est quoi dans l'étirement? On présume que c'est l'étirement qui a amené les blessures. Mais qu'est-ce qui a fait que dans l'étirement, on a obtenu des blessures à long terme? Donc là, il va y avoir d'autres études qui vont être faites. On va peut-être des études qui vont être plus appliquées au plan de la morphologie. Fait que biologiquement, on va regarder. On va peut-être faire de la dissection. On va aller plus loin dans nos questionnements. Là, je suis pas une experte du tout là-dedans. Là. Moi, je me spécialise en santé mentale. Là. Fait que c'est vraiment pas le même domaine. Mais c'est ce genre d'études-là qui vont être faites après. Puis il va y avoir d'autres résultats. Puis ce qui va amener à d'autres réflexions, qui vont amener à d'autres études qui vont être faites pour le tester. Finalement, c'est tout ça qui va construire les connaissances sur lesquelles on peut se baser en ce moment. Mais moi, je veux dire, on n'a pas les budgets pour aller autant en profondeur que ça. François, on pense que, tu sais, c'est le fun, on est chanceux au Canada, on est chanceux. Regarde, je regarderai un peu, mais on est chanceux au Canada qu'on a quand même beaucoup de funding du Canada qui permet d'avoir des expériences de même. Aux States, c'est vraiment beaucoup plus privé. Fait que tu vas avoir aucune étude de même. Quelle compagnie va vouloir une étude de même? Les compagnies, eux, ils vont vouloir des études qui vont montrer que leur produit accélère la recovery de ces... Fait que là, la compagnie qui fait de la cryothérapie, là, il faut que tu montres qu'avec notre truc, là. Puis, tu sais, ils vont essayer de trouver une façon de spinner que ça marche bien. Mais, comme, oui, on est capable de faire une étude qu'on va regarder un groupe qui vont faire des étirements avant, puis l'autre qui font pas, puis qu'on va voir qu'après, OK, celui qui a fait des étirements avant, ça allait moins bien. Ça, on est capable de faire une étude de même. Ça, oui, ça coûte de l'argent, mais on est capable. Mais ça coûte tellement d'argent de faire une étude comme... On peut faire des études ultra précises qui vont regarder telle affaire. On est capable de regarder dans les muscles et tout ça. Mais est-ce qu'on a vraiment la vraie réponse? Ça prendrait tellement d'argent pour tellement d'études pour vraiment avoir un assez grand pourcentage de chances que c'est vraiment la réalité que, selon moi, non. Il n'y a pas tant d'argent qui est mis. On va regarder ça, ok, oui, ça. On essaie de trouver un mécanisme potentiel. Peut-être que c'est ça. Peut-être. Mais moi, je veux pas me fier à ce mécanisme-là parce que là, tu as quelqu'un qui va essayer de me vendre ça pour me dire donc tu devrais à la place faire telle autre chose. Non, stick to the basics. Stick to qu'est-ce qu'on est certain. On est certain que si tu fais ça, ça va mieux. Parce que sinon, tu te compliques la vie, puis tu essaies d'aller dans un endroit qui est complètement incertain. Tu essaies de faire des raisonnements qui sont basés sur des choses qui sont pas certaines. Mais c'est ça, pour dire quelque chose, un fait, faut que tu sois sûr de ce que tu dis. Tu peux pas... Tu sais, si c'est une hypothèse que tu as lue dans des articles, ben faut que tu le dises quand tu en parles aux gens que c'est une hypothèse. Mais les gens le font jamais. On le fait jamais. Moi, quand je fais mon speech, oui, j'ai lu ça. Ben, je le dis un peu, mais en général, les gens, puis sûrement je fais l'erreur moi-même, on va juste expliquer le processus parce que c'est même plus le fun à expliquer comme c'est. Mais faut pas se fier à ça. Mais tu sais, je dirais, en cas de doute, c'est important de faire des petites recherches là, sur Google, Google Scholar. Là, je sais pas si... Il y a peut-être pas tout le monde qui connaît cette plateforme-là, mais on a accès à plein d'articles. Puis oui, mais c'est tellement complexe, on peut pas comprendre nous-mêmes. Ben, il y a des niveaux que nous, on peut pas. Ouais. C'est pour ça que c'est les chercheurs qui font ça. Puis là, je veux pas qu'on rentre dans le... Ah, ben là, j'ai fait mes recherches, puis la nourriture organique, il y a des pesticides dans la nourriture, GMO, blablabla, puis t'arrives avec des affaires de même. Fait que selon moi, c'est un peu dangereux de dire... Oui, c'est bon de faire tes recherches pour des affaires que tu peux comprendre. Mais il y a plusieurs choses que tu peux comprendre, surtout... Oui, mais tu vas pas pouvoir comprendre au niveau niveau des muscles, des macrophages, puis de ci, puis de ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. Faut que tu aies passé des années dans ce field-là pour quand même bien comprendre. Parce qu'il y a tellement de choses encore. On dirait qu'un muscle... Ah oui, un muscle, c'est juste ça, puis il y a les sarcomères, puis il y a... Non, dedans, t'as des protéines, t'as des...
c'est tellement complexe. Même les Ça meilleurs, dépend, tu sais, ils c'est sûr saisissent que pas tout. Là. ça dépend c'est quoi ton étude, c'est quoi le sujet d'étude. Mais souvent, tu sais, dans les résumés, quand tu regardes, avant même d'ouvrir le PDF de l'étude, là, tu peux voir un peu, de façon assez abrégée, c'est quoi que l'étude va parler, puis les résultats, les conclusions, tout le kit. Fait que, tu sais, Oui, mais pour une étude simple, que c'est comme par exemple l'exemple des étirements, oui, tu vas pouvoir le comprendre là. Pour toutes les études qui sont avancées puis qui sont des affaires justement au niveau micro, Ouais. dans le résumé, là, ça va rien t'expliquer. Dans le résumé, ça va essayer d'expliquer quelque chose que tu peux rien comprendre parce que justement, il faut que tu lises tout pour comprendre c'est quoi le vrai mécanisme. Puis au final, t'es pas capable de comprendre ça parce que ça prend quelqu'un qui a juste étudié. Je veux pas qu'on s'éternise Ouais. sur cette question. Mais juste mais dire déjà... qu'en cas de doute, sur Internet, il y a beaucoup de ressources. Fait que, tu sais, de vérifier tout ça, c'est quand même accessible à plusieurs personnes. Tu sais, vous pouvez chercher, puis il y a des études qui s'occupent de recenser toutes les études qui ont été faites sur un sujet. Ça s'appelle des méta-analyses ou des recensions des écrits. Puis avec ça, ben justement, tu peux avoir un portrait rapide d'une situation ou d'un élément qui t'intéresse. Fait que si, mettons, c'est des étirements, c'est certain qu'il y en a des études qui ont fait la recension de toutes les études sur le domaine. Fait que tu vas avoir un portrait rapide de tout ce qui existe là-dessus. Fait que c'est intéressant, tu sais, quand tu veux avoir l'heure juste sur un sujet qui est un peu mitigé. Fait que c'est accessible à tout le monde sur Internet. Vous pouvez regarder, surtout sur Google Scholar. Ouais, toujours s'assurer que c'est des bonnes sources et non des Breitbart News ou des Natural News. Ça, c'est une source ultra fiable, naturalnews.com, là, franchement. Je connais pas. Je suis sarcastique, ça l'est pas. Mais oui, mais c'est ça, apprendre avec des grains de sel. Bref, un épisode un peu plus long que prévu, mais c'est le fun, on argumente, vous pouvez voir qu'on est deux ostineux quand même. Mais c'est ça, si jamais vous avez des questions, commentaires de quoi dire, s'il y a des kinésiologues fâchés, j'insulte pas votre profession, j'ai côtoyé moi-même bien des kinésiologues, mais ce que je dis, c'est que selon moi, je ferais beaucoup plus confiance à mon coach qu'à un kinésiologue qui n'a pas de formation en course. Puis même s'il y en avait une en course, en tout cas, moi, j'ai un bon lien de confiance avec mon coach. Je sais qu'il suit les nouvelles, on a une philosophie d'entraînement assez similaire. Donc, je n'insulte pas votre profession, ça peut être utile pour d'autres choses, surtout dans le niveau de la musculation. Moi, je ferais confiance entièrement à un kinésiologue pour me faire un plan d'entraînement, puis si je voulais faire plus du haut du corps ou juste développer mes muscles en général. Mais c'est ça, donc laissez-nous vos commentaires. Moi, c'est le fun. J'ai pu créer ce podcast un peu sur des questions, commentaires que j'ai reçus, donc ça aide toujours à alimenter le débat. Vous pouvez contacter soit juste mon Facebook directement, assurez-vous de m'adder par ami, parce que des fois sinon le message peut rester dans mes message requests puis je le vois pas, ou sinon c'est ça sur la page Le Monde de la Course, page Facebook, ou n'importe quel autre moyen vous pouvez rejoindre, laisser vos questions, ou en commentaire sur les vidéos YouTube, ça aussi ça marche très bien. Puis merci de continuer à écouter. Puis dernière chose, je pense que je vais faire bientôt un épisode justement pour ceux qui sont tous les noobs de la course, ceux qui s'y mettent en ce moment. C'est de faire un épisode un peu plus pour ces personnes-là de c'est quoi les bases de la course, c'est quoi que ça prend pour se mettre à la course. On va pas aller deep comme on est allé là de la théorie d'entraînement, puis en plus vraiment juste des trucs de base, un peu en basant sur mon expérience personnelle, mais vraiment pour donner les basics, c'est quoi que ça prend à la base pour se mettre à la course. Puis je vais le garder quand même, j'avais pensé peut-être à le mettre en vidéo YouTube, vu que ça serait peut-être plus bref, mais je vais quand même garder en format podcast pour que les gens qui s'y mettent peuvent écouter ça pendant qu'ils font leur run, puis après là, ils réalisent « Ah, ok, c'est bon, je vais arrêter de faire n'importe quoi. » Mais vous verrez, je vais pas être tant dur envers ces personnes-là. Mais c'est ça, pour donner un petit peu les bases pour ceux qui veulent s'y mettre. Donc, je vais essayer de sortir ça bientôt. Sur ça, moi, j'ai un entraînement à aller faire. Il vente en tabarouette aujourd'hui. Je pense qu'il fait comme 5, mais moins 3 à cause du vent.
Mais une chance, je pense que je vais réussir à faire mon entraînement avec du vent d'eau tout le long. Fait que je vais aller super vite. Puis après ça, le retour, ça va être du jog pénible. Mais bon, on va s'y mettre. Merci d'avoir pris le temps, comme d'habitude. Un épisode un peu plus long que d'habitude. Mais bon, c'était le fun. Puis j'ai hâte de voir vos réactions face à ce petit débat. Alors, merci beaucoup. Et bonne soirée.